Bon, ben, bonjour à tous et bonne année. Bonne Bonne année. année Bonne 2025, année, Jean-Pierre. en, en espérant que, en tout cas pour moi, ça soit un peu meilleur que la 2024, parce que comme vous le savez, j'ai eu quelques problèmes de santé. Bon, ça a l'air mieux maintenant. Je suis équipé d'un pacemaker, alors ben, on verra. Alors, quelques news. Alors, qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a tous ces trucs-là sur... Alors, Oui, bien sûr. vous m'entendez bien? Oui? Très bien, oui. Moi, OK. je sais pas, Il y je a, m'entends bien. il y a quelqu'un qui devrait couper son micro là pour qu'on Oui, n'entende que j'entends. Jean-Pierre. Ouais. Oui. À distance, coupez vos micros. Sinon, je vais le faire d'office. Alors, pour le faire, Bon, notre dernière réunion, vous savez que c'était avec Olivier Laurent, qui, n- qui a fait tout un tas de variations sur la formule E égale MC2. C'était intéressant. Alors, pour s'amuser, je vous ai mis la version de Sidney Harris sur la découverte d'Einstein sur E égale MC2. Évidemment, c'est pas comme ça qu'il a fait. Vous avez la vraie formule d'Einstein en dessous, hein, qu'on trouve dans ses papiers. Voilà. Alors, la Cosmo, vous savez qu'elle est enregistrée. Vous pouvez la retrouver sur la playlist de la cosmologie sur le site de la SAF et aussi inclus dans mon compte-rendu que je fais toujours, disons, une semaine après la conférence. Quelques informations pour ceux qui n'ont pas suivi la dernière fois. Nos dernières conférences SAF, alors ça a relativement bien marché. Vous voyez, celle de septembre, conférence de rentrée avec Alain Rigazello qui nous a parlé des trous noirs. C'était super. Alors là, c'est notre petit échec quand même, Daniel Kuhn, le pauvre, sur l'univers est-il écologique. On a eu des graves problèmes de son. J'ai pensé qu'on arriverait à réparer ça, mais notre ami Alain, notre ami Laurent n'a pas réussi à mettre un autre son sur la vidéo. Donc la vidéo est à peine compréhensible, au moins dans les 50 premiers pourcents. Désolé. Puis en novembre, on a eu Valérie Lenec, vous voyez ici, et qui nous a parlé d'un truc assez extraordinaire, comment découvrir à distance qu'il y avait un océan interne dans le satellite MIMAS. Voilà, ça c'est de Saturne, hein. Et il a fait une petite digression sur les marées, c'était très intéressant. Et une des dernières, en décembre, c'est notre ami Roland Lehoucq qui a conclu l'année avec l'antimatière entre fiction et réalité. Et Roland nous a promis de venir une fois par an nous faire une conférence, et on le remercie bien, toujours sur un sujet qu'il adore et que vous adorez. Alors la prochaine, c'est dans pas longtemps, c'est le 12 février. C'est sur le FAST. Vous savez que c'est le plus grand radiotélescope du monde. Il est construit en Chine et on a beaucoup de chance parce que notre ami David Smith, qui est astrophysicien à Bordeaux, revient justement de Chine, de FAST, et il va nous en parler. Alors là, je crois que ça va être un truc super. D'ailleurs, il y a déjà beaucoup d'inscriptions, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et voilà le programme jusqu'à la fin de la saison. En mai, je ne me rappelle plus qui est prévu, Thierry. On a une confirmation? oui, tu fais bien de m'en parler. Je vais relancer David Romeuf. David devrait nous faire une présentation là sur quelque chose d'extraordinaire. C'est la reconstruction en 3 dimensions avec 10 millions de facettes de la comète 67P. Ah, d'accord. Et il nous a fait la présentation, c'était aux journées de la SF2A. Et c'est extraordinaire parce qu'il met en évidence des puits dans la comète, des trous, des fossés. Au fond de ces fossés, on voit du blanc. Et le laboratoire d'astrophysique de Marseille a mis un modèle thermique sur ce modèle à facettes. Ah Et oui. on arrive à corréler, voilà, des jets d'émissions qui ont été vus
lors de la mission et qui coïncide donc avec des franchissements de seuil thermique. Donc on voit très bien effectivement comment la coma d'une comète est formée et le corréler avec de la Eh ben, sublimation. ça va être super. C'est vraiment extraordinaire. Et donc, ces reconstructions de modèles à facettes sont en 3D. Donc, j'espère équiper tout le monde de lunettes dans l'amphithéâtre. Ah ouais. Ah oui, j'en ai une centaine, moi. Il faudrait. Ou 3D sur l'objet. Je voudrais dans la notice dire si vous en avez à mêler. Voilà, hein, donc c'est des anaglyphes, là, bleu et rouge. Hein. Ah, c'est les anciennes. Voilà. Ça, oui. Donc, mais c'est Oh. vrai que à l'Observatoire de Marseille nous a fait la projection. La salle était équipée de 2 projecteurs en 2 polarisations. Ah oui. Et c'est vraiment extraordinaire. Ah On ouais, était ouais. comme Apollo 11 à la surface de la comète. Enfin, c'est Ah ouais. incroyable. Donc voilà, mais tu as raison, je vais renvoyer un message à David pour Oui, s'il te plaît. confirmer ce créneau. C'est très important. Allez, qui est-ce qui peut me dire le nom exact de la comète 67P? Ah 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 ah. Allez, Churyumov-Gerasimenko. Churyumov-Gerasimenko, et j'arrive à le dire sans avoir bu de vodka. Eh ben, il faut le faire. Bon, d'autres conférences à Paris, donc nos amis de l'IAP, vous voyez, le 6 février, des étoiles primitives, puis j'ai pas la suite. Alors, les cours de Jacques, bon, vous connaissez les dates maintenant, on vous les a déjà présentées. La prochaine, c'est laquelle, Jacques? C'est Les fusées, là, l'équation de l'équation de Tchaikovsky. Oula, Voilà. Tchaikovsky, d'accord. C'est dur à dire. Tchaikovsky, Oui. présentation des fusées à étage. Pourquoi les fusées à étage, application, calcul. Eh oui, ça c'était. Et donc, j'ai rajouté la partie modèle, l'équation modifiée relativiste. OK. Alors, ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas grand-chose dans la littérature sur la. J'ai regardé là non, mais dans la littérature, parce que j'avais regardé sur Wikipédia. Il y a, Ah, les alors, cours de la NASA. en français, il y a rien. En anglais, il y avait un truc. Oui, en anglais. Mais qui qui sort une équation comme ça, ou des beautés, qui renvoie vers un truc qui en dit pas tellement plus, mais qui renvoie encore vers un autre truc que j'ai pas pu ouvrir parce que j'ai pu, il était mon antivirus à protester. Une référence Wikipédia. Là. Oui, c'est vrai, mais dans sa référence, il s'appuie sur une équation qui ne justifie pas. Donc, c'est ça, c'était l'idée de la. Vous savez que vous avez le droit d'écrire dans Wikipédia quand même. Oui, oui, j'ai déjà écrit dans Wikipédia, mais il y a longtemps. Hein, il y a longtemps. Ouais, mais c'est Wikipédia, c'est un peu enquiquinant parce que quand vous avez un gars qui n'est pas d'accord, il vous retire tout ce que vous avez mis. Ah, Et moi, Wikipédia, faut être Oui, d'extrême gauche pour écrire. voilà. Et alors, moi, je n'ai pas le temps à passer sans Bon, arrêt à mettre des trucs. C'est pour ça allez. que. Mais c'est bien dans l'ensemble, hein, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal, hein. Voilà. Notre ami Daniel Brio donne aussi des cours, vous avez les dates. Et ben, Thierry, avec Oui, les cours de photométrie. Alors, c'est photométrie, le prochain, jeudi, ben, c'est en mars. C'est ça? en mars, on fera la magnitude des objets du système solaire. Donc, comment on peut reconstituer la modélisation de l'illumination du Soleil sur les astéroïdes et comment donc on peut comparer la magnitude que l'on mesure à l'éclairement que devrait donner l'objet pour pouvoir accéder donc à l'albédo de l'objet. OK, ben. On fera ça au mois de mars. Voilà. Et c'est à la SAF, hein? C'est à la SAF et sur Zoom, bien sûr. D'accord, super. Stéphane nous donne aussi des cours de maths pour essayer de comprendre la Cosmo. Le prochain, le 29 janvier. Oui, là, cette année, c'est la modélisation de la formation d'une étoile. Donc, Ouais. ça va être intéressant là, de voir effectivement Ouais. comment la gravité, je ne sais pas, la pression de radiation et puis comment on démarre la fusion thermonucléaire. Ça va être sans doute ça. Alors, quelques actualités. Eh bien, un grand bravo à notre amie Françoise Combe, qui a été élue présidente de l'Académie des sciences. Alors ça, c'est formidable hein, pour nous, pour elle. Elle le mérite bien. Elle est notamment professeure au Collège de France.
pour la chaire de galaxie et cosmologie. Et elle donne des cours tous les mois, je crois, ou par Oui, tous période. les lundis, mais c'était le dernier cours ce lundi. Ouais, elle fait une conférence à notre association le 24 mai. Ah, très bien. Ouais. Ils sont tous disponibles sur YouTube, 165 vidéos. 165 vidéos. Exactement. Quand on aura ça dans le crâne, ça sera bien. Signalons qu'elle a aussi obtenu le prix Janssen de la SAF en 2017. Alors, quelques actualités. Adieu Gaïa, c'est la fin de mission. Elle part à la retraite. Il n'y a plus de carburant, pour ainsi dire plus. Donc, elle a accumulé, je vous ai... Alors, le mieux, c'est de voir ça. Il y a voilà. Elle a accumulé 3000 milliards d'observations, 2 milliards d'objets, étoiles et autres objets. Enfin, vous voyez tout ce qui est recensé sur ce graphique de l'ESA, hein. Donc, ça a été un succès sans précédent. Le nombre, ici, vous voyez le nombre de données, 142 terabytes. Ça en fait quelques-uns. Ça fait beaucoup. Donc, c'est des informations uniques sur l'origine et l'évolution de notre galaxie, hein. Gaïa s'est principalement intéressée à notre galaxie. Elle a passé 11 ans dans l'espace. Alors, contrairement à Euclide, dont je vous parlerai un peu plus tard, qui, lui, s'intéresse à l'univers, hein. Gaïa, c'était notre galaxie. Voilà. Et Gaïa a fait surtout aussi la localisation des quasars. Lointain. Oui, Hein, oui, il y a absolument. 150 quasars qui fixent un référentiel inertiel qui est unique, qui est vraiment Oui. très, très... Elle a permis aussi de déterminer la forme de notre galaxie que vous voyez ici. Elle est un peu courbée au bord. Vous voyez, c'est une image, hein, c'est une représentation, bien entendu. Constitution, oui. Voilà. Elle a aussi fourni les orbites de plus de 150 000 astéroïdes. Elle s'est intéressée, comme tu l'as dit, aux quasars, etc., etc. Donc, c'est vraiment une mission européenne, Cocorico, là on peut le dire, qui a bien marché. Et les scientifiques travaillent sur le 4e catalogue. Ça sera pour 2026. Voilà. Je ne sais pas si vous avez 2 minutes pour voir un... This is our galaxy. Et alors, on peut préciser que l'Agence spatiale européenne demande aux amateurs d'observer Gaïa à partir du 23 janvier. Hein, parce que la sonde vue depuis la Terre en ce moment fait magnitude 20-21 et ils vont changer l'orientation de la sonde pour augmenter son éclat apparent. Et à partir du 23 janvier, va passer à magnitude 15. Et l'Agence spatiale européenne demande donc je suis pas de faire de la capable de couper le sonométrie son. sur la position de l'objet. Voilà. But we can't take a selfie. Désolé, je ne suis pas capable de couper le son. Ici, laisse le son, c'est très bien. Ça dure 2 minutes, hein. Giving us the best insight yet of what our home galaxy looks like. C'était vraiment une superbe émission qui a mis un peu de temps à démarrer, mais bon. Et notamment, on s'est aperçu de cette barre au centre de notre galaxie. Gaia shows that our galaxy's disk is warped and wobbles, possibly caused by a collision with another smaller Alors, on galaxy. pense que cette distorsion est due à rencontre avec une autre galaxie. Around the Milky Way, such as the large and the small Magellanic Clouds, and 40 other companions. Alors, l'ELT, c'est l'Extremely Large Telescope de l'ESO. Alors, avant, on disait EELT, mais il n'y a plus le premier E, qui est construit au Chili à 4000 mètres, je crois, d'altitude, et va devenir le plus grand télescope du monde. Je vous rappelle 39 mètres de diamètre, 200 tonnes et 800 segments hexagonaux. Voilà la dernière photo délivrée par l'ESO
de la construction de ce super télescope. Je crois que c'est Christian Larcher, tu avais été au VLT, hein, je crois. Il faudrait que tu retournes maintenant à l'ELT, que nous fasses un reportage. Depuis le ELT, on voyait le site de la construction de Ah oui, Amazonas, oui, on le voit à 20 distance. km. Et à l'époque, ils étaient en train de raser la De raboter le. ouais, raboter l'assise. Voilà. Alors, vous savez qu'il y a toujours des petits problèmes avec la constante de Hubble. Je vous rappelle ce que c'est la constante de Hubble, hein, H0. Et elle est exprimée, elle est mesurée de deux façons différentes. Et on s'est aperçu que, justement, suivant les méthodes de mesure, soit les céphéides, soit le bruit de fond cosmologique, eh bien, les mesures ne sont pas tout à fait les mêmes. Vous voyez, les céphéides donnent 73 km par seconde par mégaparsec et le CMB donne 67. Alors on pourrait se dire c'est une erreur de mesure, mais non, parce que ces mesures sont relativement précises et ces deux valeurs sont en dehors des bandes d'erreur de l'autre. Donc on ne sait pas trop pourquoi. Et alors, Jean-Pierre, est-ce qu'on peut dire que les céphéides ont fait une mesure locale à courte distance, donc voilà. récente, Ouais. et quand on fait sur le front de ciel cosmologique, on fait une mesure voilà, à 13 milliards d'années, finalement, hein, 350 Mais 000 alors, ans après le Big Bang. Mais alors, justement, on s'est dit, l'idéal, ça serait de trouver une troisième méthode indépendante des deux premières. Et c'est ce qu'on a fait en utilisant l'effet de lentille gravitationnelle. Vous savez, quand il y a un objet ici qu'on ne peut pas voir, il suffit qu'entre nous et cet objet, il y ait une grosse masse, hein, par exemple un amas d'étoiles, une galaxie, une forte masse, et ça va servir de lentille. Ça va faire comme une lentille, vous voyez, ici en haut, et ça va donner généralement plusieurs images. Ça va déformer la galaxie, objet que l'on veut voir. Et donc, chaque image nous donne une vue de cet objet à différentes époques de son histoire. Et c'est ça qui est intéressant, parce que le James Webb a justement pris sur cette base, dans la galaxie G165, on a pu observer 3 images de cette supernova que vous allez voir là, vous voyez. Alors, vous voyez, dans cette galaxie, en fait, ce sont ces 3 images de la même supernova, mais comme le chemin optique est différent, ça correspond à 3 distances différentes, et ça leur a permis de calculer la constante de Hubble et de trouver 75. Bon, cette mesure est un peu moins précise que les autres, mais néanmoins, c'est proche des mesures précédentes de Hubble. Voilà. Donc, il y a donc quand même un problème avec la constante de Hubble. Si Jacques, tu as une idée, ou si Thierry, vous avez une idée, vous pouvez intervenir. Je peux rajouter quelque chose. Oui, Wendy Friedman du laboratoire de Baltimore ouais, a refait des mesures selon les méthodes de Adam Riess. oui, Alors, excuse-moi, Wendy Friedman, c'est Chicago, voilà. oui, Et Chicago. a refait des mesures comme le laboratoire de Baltimore, Adam Riess, et a trouvé des valeurs extrêmement différentes. Et il y a une très, très grosse attaque en ce moment contre les mesures d'Adam Riess de H0, parce que, premièrement, le fait de rajouter des céphéides aux céphéides ne fait que faire grossir les barres d'erreur, en fait, quand on Ouais. regarde dans le détail. Deuxièmement, il y a de plus en plus de suspicions sur les SN1A. On a l'impression que les SNAA sont des étoiles, des explosions d'étoiles qui sont entourées de poussière avec des gros problèmes de calcul de la magnitude en fonction de la poussière. Ah oui, ça fausserait les mesures. Hein. Ouais, je vous invite, si ça vous intéresse, à regarder les papiers du mois d'août de Wendy Friedman, où elle est en train de démolir carrément les méthodes de Adam Riess. Donc il y a un très très gros combat entre Baltimore et Chicago en ce moment sur le sujet. Voilà. Est-ce que je peux poser une question? Allez-y. Il semblerait que j'ai vu un papier, mais moi je n'ai pas naturellement vos compétences, donc je me méfie, disant que nous serions peut-être dans une zone
particulièrement dense, ce qui modifierait le temps, enfin l'écoulement du temps à notre niveau et expliquerait peut-être ce genre de phénomène. Alors, tout à fait. En effet, en ce moment, il y a un papier qui est sorti la semaine dernière. C'est ce C'est qu'on ça. appelle la cosmologie avec la réaction arrière. C'est inventé donc en 2007 par un laboratoire de Nouvelle-Zélande à Christchurch et ils ont refait des mesures récemment. On peut considérer que les différences de densité entre notre galaxie et les grands vides qui les entourent, notamment le vide du Bouvier, peuvent complètement fausser Ah, les mesures de H0 de manière locale, quelles que soient d'ailleurs les manières dont on le fait. Et ce modèle qu'on appelle le timescape est un modèle qui est en train de revenir un petit peu sur le dessus du panier en ce moment. Il avait été un petit peu oublié dans le passé. Alors maintenant, effectivement, il va y avoir les résultats de DAISY qui vont tomber oui. le 15 mars 2025 à peu près, 20 mars 2025. Et ça sera bien d'écouter Étienne Burtin encore nous On pourra parler. peut-être le Oui, réinviter pour la 3e fois. absolument, absolument, pour qu'il vienne nous présenter et puis justement qu'il en profite aussi pour faire la part des choses entre tous ces modèles qui, les uns critiquent les méthodes de mesure, les autres pensent que le lambda CDM ne marche pas, etc. Voilà. Parfait. C'est Jean-Paul Sadoulet qui parle là. Absolument. Ah, Bonjour Jean-Pierre. oui, salut. Justement, sur cette histoire de H0, ce que tu viens de dire, tu peux peut-être nous écrire, m'envoyer 2-3 lignes, je les mettrai dans les prochains Astronews. Si tu veux, oui, si tu veux. Hein? OK? Merci. Je t'en Et prie. avec les liens sur les papiers, là, sur les publications, c'est parfait. Oui, Oui. bien sûr. Oui. Alors, de même, là, justement, le James Webb, J'avais fait un petit truc là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a quand même deux problèmes, c'est que les SNA ou les Céphines, c'est quand même à courte distance. Ça peut très bien, il peut y avoir très bien effectivement une surdensité, Oui. alors que faut voir que la méthode du CMB, c'est même pas. On voit, disons, effectivement la dernière zone de diffusion, mais en fait, ça résulte de ce qui s'est passé avant. Parce que ce qu'on voit, c'est fonction de ce qui s'est passé avant. Donc Et c'est vrai alors, que tout le monde se bon, trompe? et c'est quand même deux domaines. Ça serait pas, c'est pas aussi extravagant que ça qu'il y ait des différences finalement. Ah, Parce que ce qui c'est-à-dire s'est passé, on a vu, on voit les résultats, mais Alors, tu est-ce que penses qu'il y la aurait, manière dont ça s'est il y aurait qu'une passé, seule valeur et tout le non, reste, non, c'est des erreurs de ça mesure? dépend de les SNA, c'est quoi? C'est même Oui. pas Z égale 1, hein, c'est avant que ça. Hein. Oui, Alors que le RFC, c'est Z égale 11. oui, c'est Et surtout, c'est l'image qu'on voit, mais de ce qui s'est passé avant. Et alors là, il y a des modélisations. Et enfin, les modélisations, effectivement, c'est compliqué de savoir ce qui s'est passé avant, quoi, disons. Et c'est un Donc bon là- sujet pour un prochain Ah, thème ouais. Ah ouais. de la commission. Moi, ce que j'avais regardé, c'était justement la sensibilité aux paramètres, quoi. Si on bougeait un peu un paramètre, est-ce qu'on arrivait à faire converger les deux, enfin les faire Bah, rentrer oui. dans le budget? Alors après, c'est des hypothèses. Hein. Bon, par la constante cosmologie, si tu la bouges un peu, qu'est-ce qui se passe? Comment ça varie? C'est vrai que faut bien voir, il y en a comme. Je dirais que les SNA, bien qu'elles soient loin, c'est comme les vertages, c'est à moins de Z là. Alors les C8, c'est encore moins. Hein. C'est 0,1, 0,8. Voilà. Alors là, il y en a qui disent, bah, il peut y avoir des surdensités bah, locales. c'était toute l'astuce de démarrage, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, lorsque Adam Ries a fait les mesures, il voulait faire une mesure qui ne soit pas cosmologique. C'est-à-dire qu'en Voilà. fait, il voulait absolument oublier la cosmologie qu'il avait d'ailleurs par ailleurs beaucoup travaillé avec l'accélération de l'expansion. Il disait, je vais faire une mesure extrêmement locale, le plus près possible, sans rentrer dans le flux de Hubble qui fait que les équations du modèle commencent à rentrer en ligne de compte. Alors que ce que mesure le CMB, c'est un paramètre H0 qui est un paramètre parmi n, comme la densité, comme le nombre de neutrinos, patati patata, qui sont donc H0 est un paramètre parmi d'autres qui a une certaine valeur. Ah, H0, il est, disons, déduite de la position du pic. C'est le fameux pic qu'on fait dans la. Entre autres. Bon, les enfants, on va Il donne la avancer. taille, c'est ce qui donne la taille. Après, on utilise la distance angulaire, hein, effectivement. Donc, là. Mais c'est vrai que, bon, c'est pas tellement surprenant parce que c'est quand même, on est à deux échelles différentes. Hein. C'est. Mais bon, effectivement, le problème, c'est que d'aller voir après au côté de surface à Z égale 1100, bah, on voit juste, disons, le rayonnement cosmologique. Hein. On voit le Bon, résultat. on continue. Le web, oui, je peux y aller? Oui, on est d'accord? C'est bon, c'est bon. Hein.
Récemment, le web s'est tourné vers le petit nuage de Magellan. Et pourquoi? Parce qu'on pense que c'est une zone, une région dont les conditions sont proches du Big Bang, donc relativement proches du début de l'univers. Et curieusement, il a trouvé dans cette région des disques protoplanétaires qui ne devraient pas exister. Hein, parce que on pense qu'au début de l'univers, ces disques se seraient détruits rapidement dû aux pressions de radiation. Voilà, voilà l'amas dans lequel il s'est intéressé. C'est le NGC 346. Et vous voyez les petits ronds jaunes là, ce sont les 10 étoiles qui font partie de cette étude. Hein. Donc, il semblerait que ces disques survivent dans cet univers relativement primitif. Donc, on ne sait pas trop pourquoi. Et on a eu la possibilité, grâce au NIRSPEC, au spectro de proche infrarouge du James Webb, de mesurer les disques protoplanétaires, et notamment ce que l'on voit ici, c'est l'hydrogène moléculaire froid qui est une des caractéristiques de ces disques. Voilà. Alors, on ne sait pas trop pourquoi. On pense que ces planètes géantes seraient plus nombreuses dans cet univers en formation et plus nombreuses que ce que l'on pensait. Est-ce qu'il faut revoir nos modèles? Voilà, moi, je n'ai pas d'idée. Alors, ces mesures doivent être encore confirmées. Oui, puis on voit des étoiles très tôt dans l'univers, Oui, bien pensé, de toute façon, manifestement. Avec le web, on découvre des tas de trucs qui mettent à jour. oui, c'est incroyable, hein, quand même, là. Bravo. Pardon, voilà. Alors, je vous parlais de Euclide. Euclide travaille son petit bonhomme de chemin, et il s'intéresse à l'univers et il fait des photos assez extraordinaires. Je ne peux pas vous les passer toutes, hein, mais voilà par exemple NGC 6744. Vous avez tout le détail, vous pourrez le lire dans le compte-rendu. Je pense que ça rend rien à distance sur votre écran, mais sur mon écran, je peux vous dire que c'est Messier 78, pouponnière d'étoiles très lumineuse. C'est superbe comme photo. Voilà. Et voilà, Euclide s'intéresse donc, comme je vous l'ai dit, à l'univers et commence à scanner une toute petite partie de cet univers. Il n'a fait que 1% de son travail et ce premier morceau concerne 100 millions d'objets. Alors vous voyez, ça c'est l'univers vu par Euclide. Cette petite portion-là, c'est ce qu'il a travaillé en ce moment. Et ça, c'est les détails, quelques détails dans cette zone-là. Ce truc en vert, c'est ça qu'on voit dans le. C'est Tache verte, ça, à droite, c'est ça? C'est super ton montage, là. Très bien. hein, c'est super ça. Voilà. Et je vous signale, alors c'est toujours en vente, le hors-série de novembre qui vous parle de l'infini et de l'introduction de l'infini dans tous les domaines de la physique. Si vous voulez vous l'acheter, vous l'achetez, vous le commandez. La prochaine fois, ça sera probablement fin mars. Il faut que je vois avec Thierry si tu as un samedi de libre fin mars, tu me le diras. Et aujourd'hui, je vais passer la parole à notre ami Jacques qui va nous parler des paradoxes des fusées de Bell. Alors, je dois avouer que je ne savais pas tout à ce sujet et que je suis très intéressé de savoir si la corde va casser ou pas. Alors, voilà. On va faire l'expérience pour voir. On prend les paris. Voilà. Je vous remercie tous. À toi, Jacques. Oui, alors c'est un peu une distraction, hein, parce que c'est pas comme un truc fondamental, c'est pas en cause l'univers. Donc, John Bell, celui qu'on connaît en mécanique quantique, là, pour ses célèbres travaux, il a décrit ce paradoxe dans un essai qu'il a publié qui s'appelle How to Teach Special Relativity. Special Relativity, c'est la relativité restreinte. Hein.
dans sa collection Speakable and Unspeakable. Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut pas dire, j'imagine, en mécanique quantique? Parce que, bon, en mécanique quantique, effectivement, on utilise aussi la relativité restreinte. Alors, c'est vrai que c'est pas lui qui l'a annoncé en premier. Hein. Je vais pas citer toutes les personnes parce qu'il y en a beaucoup qui ont débattu. Et il y a eu de nombreux débats. J'avais lu là, dernièrement qu'il y a eu au moins 17 ans de débats très soutenus. Puis après, ça s'est un peu calmé. Et bon, malgré tout, la majorité a plutôt voté pour le fait que la corde va casser. Mais ça reste, on va essayer de voir pourquoi ce serait ce résultat. Donc là, je retourne. Alors, il y a le problème également du corps rigide. Parce que le problème du corps rigide, en relativité, déjà, il avait été débattu entre Einstein et Ehrenfest en 1909, dans le cas c'était dans le cas d'un disque rigide en rotation. Et on va voir que le corps rigide, la relativité restreinte, c'est quand même une théorie de l'espace. On parlait, disons, de la distance entre des points, entre les objets réputés ponctuels. Voilà, je vais continuer. Allez, je reviens là. Ah, attends, je reviens là. Bon, là, la photo du monsieur, je suppose. Hein. Alors, de quoi s'agit-il? Et comme il faut vivre avec son temps, j'ai questionné l'IA, une intelligence artificielle quand même. Alors, par curiosité, j'ai regardé, effectivement, j'ai posé question à 2 IA. La première, à ChatGPT, qui est bien connu, en fait. Il m'a donné une réponse. Je vais vous la retransmettre in extenso dans les diapos qui suivent. Et puis, j'ai posé à Gemini, une autre IA. J'ai eu à peu près la même réponse, mais un petit peu plus détaillée. Il faut dire que GPT, moi, j'ai la version publique, hein, gratuite, hein, donc je ne sais pas forcément le truc le plus... Alors, je vous rassure, je ne vais pas faire tout en IA, parce qu'à ce moment-là, je ne serais même pas venu. J'avais écrit un document en 2005, bon, il a fallu que je révise quand même, que c'est un peu vieux, hein, et à l'époque, les IA, c'était quand même assez balbutiant. Hein, il y a un truc qui me cache, là, ça m'énerve. Qu'est-ce que c'est qui s'affiche, Thierry, en bas, là? C'est ce que tu es en train de dire et qui est écrit. Ah, d'accord. Tu as les sous-titres. Ah, c'est les sous-titres. Non, c'est pour les personnes qui sont malentendantes. Oui, mais alors ça me cache mes trucs. Ah, tu veux qu'on le déplace? Ouais. Ouais. Ah, ben voilà. Ben voilà. Et si vous voulez, on peut le mettre en anglais également. Alors là, par contre, de nouveau, je suis coincé. Attends, oui, voilà, on l'a ramené là. Bon, d'accord, vous voyez un peu. Et ça, c'est l'IA en 2005. Alors, l'énoncé du paradoxe. 2 fusées identiques A et B qui sont reliées par une corde tendue et sont initialement en repos l'une par rapport à l'autre dans un référentiel inertiel commun, posé par exemple une plateforme de lancement. À un moment donné, elles commencent à accélérer simultanément, selon les horloges de leur référentiel, avec la même accélération propre. Alors, ce qu'on appelle l'accélération propre, c'est l'accélération ressentie. C'est-à-dire que si, dans la fusée, ils ont un accéléromètre, c'est cette accélération qui est donnée par l'accéléromètre de la fusée qu'on prend en compte. C'est ce qu'on appelle l'accélération propre. La question qui en propose, c'est que se passe-t-il pour la corde qui relie les 2 fusées? On va regarder. Ah, ça, c'est encore coincé. Ouais. Je suis encore coincé, mais je suis encore coincé. Ah oui, c'est sorti. Voilà, donc voilà, ça c'est ce que dit GPT. Hein. Bon, il fait un petit dessin. Donc, il dit 2 scénarios de rupture. C'est GPT, hein, c'est pas moi. La distance entre les fusées reste constante, mais la corde et les fusées se contractent. Ça, c'est le premier, c'est pas tout à fait le premier, c'est le deuxième ligne. Ensuite, la longueur de la corde et les fusées reste constante, mais les fusées s'éloignent. Bon, effectivement, on va pas considérer que les fusées sont déformées, elles sont suffisamment petites, on va admettre pour pas que ça soit. On peut les assimiler à des points. C'est plutôt la distance entre les deux qui va nous intéresser. Alors, résolution intuitive et problème apparent. Toujours GPT. Dans le référentiel initial, les 2 fusées accélèrent simultanément et restent à la même distance l'une de l'autre dans ce référentiel. C'est vrai. 2. Si la distance reste constante dans ce référentiel, on pourrait naïvement penser que la corde ne subit pas de tension supplémentaire. C'est ce qui paraît être la solution intuitive. Mais tu parles de référentiel galiléen, c'est ça? Oui, c'est le référentiel de départ, c'est le sol. En fait, hein. D'accord, mais si tu accélères. Non, mais attendez, là je suis. D'accord. Je me place du point de vue. C'est plus un référentiel galiléen. Je me mets. Non, d'accord. Je me mets dans le référentiel du sol. Les référentiels, là-dedans, on va en avoir 3 en tout. Il y a le sol, voilà.
le référentiel d'une fusée, le référentiel de l'autre. Ça, c'est un truc qui va se jouer à 3. Vue du sol, quand on va voir, on va tracer le diagramme de Minkowski. Effectivement, là, comme ça, quand on prend la ligne simultanéité, eh bien, la distance entre les deux, c'est deux hyperboles qui sont translatées l'une de l'autre. Hein. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà, bon, ça, c'est pareil, vous voyez, effectivement, c'est intuitif. Le point de vue relativiste. En relativité restreinte, chaque fusée entre dans un référentiel en mouvement par rapport à l'autre. Cela entraîne une contraction des longueurs apparentes selon le référentiel des fusées. Cependant, la corde, qui est un objet matériel, ne peut pas se contracter de la même manière tout en restant tendue. Cela engendre, je peux dire ça, une tension croissante dans la corde. Conclusion, la corde se rompra à un certain moment. Ça veut dire que si elle est infiniment rigide, dès qu'il y a une dilatation, elle va casser. Si elle est un peu élastique, on peut supposer. Alors, l'hypothèse qui est faite, c'est que la corde n'intervient pas dans le mouvement des fusées. On dit, n'a pas de... Voilà. On explique, dans le référentiel initial, les fusées accélèrent de manière synchrone. Donc, la distance entre elles reste constante. Mais cette distance constante est mesurée dans un référentiel fixe, celui de départ. Dans le référentiel des fusées, où elles se voient en mouvement l'une par rapport à l'autre, la simultanéité des événements n'est plus la même. Et la contraction des longueurs entraîne un décalage apparent. Cela révèle une incompatibilité entre la distance constante et la contraction des longueurs imposée par la relativité. La corde ne peut supporter cette tension croissante, ce qui explique sa rupture. Je vais continuer. Alors, j'ai dit que oui, c'est ça. Quand je quitte le truc, ça va marcher. Enseignant du paradoxe, je suis toujours dans GPT là. Le paradoxe des fusées de Bell montre que la relativité restreinte ne se limite pas à des abstractions mathématiques. Elle a des conséquences physiques directes, comme ici, la rupture de la corde, qui découle des principes de simultanéité relative et de contraction des longueurs. Cela illustre aussi que des notions comme distance constante doivent être soigneusement définies selon le référentiel considéré. Fin de la prestation GPT. On va passer. Alors, un paradoxe qui a fait couler de l'encre. Alors, il y a eu des vifs débats, il y en a qui sont quand même un petit peu pas étripés, mais enfin, bon, il y a eu des débats assez vifs, qui, au début, franchement, au début, c'est vrai que c'était un petit peu partagé. Et par exemple, alors ça a été traité de façon assez... bon, j'ai pas mis toute la bibliographie, parce que j'ai pas le temps, hein. Il y en a pas mal. Notamment, il y a monsieur Nicoli qui a bien traité le problème du corps rigide. Hein. Il a considéré une force constante appliquée, par exemple, en un point d'un corps rigide. Hein, et là, je trouvais la phénoménologie résultante, hein, si elle dépend de ce point. Et il a montré qu'on peut généraliser au cas où plusieurs forces éventuellement différentes s'appliquent en différents poids, par une règle, hein, par exemple les extrémités. Alors, dans le même article, il évoque aussi le cas de l'approximation qu'on appelle adiabatique, qui traite d'accélération lentement variable, ce qui permet de s'affranchir des problèmes de propagation du son dans le solide, dont il calcule les conditions de validité. Oui, parce que en réel, en une règle rigide, si vous appliquez une force à un bout, ça va générer une déformation, une onde sonique qui va se propager pour arriver à l'autre bout. C'est un peu comme la propagation de la chaleur dans Fourier. Hein. Si on chauffe disons un bout, la chaleur va se propager. Donc là, lui, il dit, bon, je laisse, je fais les choses suffisamment lentement pour que l'équilibre, disons, ait le temps de se faire. Qu'est-ce que ça veut dire, l'approximation adiabatique? Ça veut dire qu'on fait les choses, on laisse le temps, disons, de faire, disons, là, dans ce cas-là, on fait des sons lentes le temps que les ondes acoustiques se propagent, en fait, pour que, effectivement, on n'ait pas à traiter des cas où ça pourrait aller plus vite que la lumière ou des choses comme ça. Parce que, en pratique, c'est vrai, les corps rigides, c'est pas de l'espace, les corps rigides, hein. Ils ont leur propre, loi, hein. Par exemple, dans l'acier, je crois que le son se propage 4 ou 5 000 Oui, la vitesse est différente. Voilà, dans l'air, mais c'est certain que si tu appuies une contrainte avec une contrainte à bout, ça crée une déformation une onde qui va se propager jusqu'à l'autre bout. Alors, cette analyse, elle montre comment la relativité s'applique à l'espace-temps immatériel, c'est-à-dire incompatible avec la notion de corps matériel rigide, indéformable, parce que s'il est indéformable, si on applique un petit déplacement à une extrémité d'une barre rigide, il serait instantanément répercuté à l'autre extrémité, ce qui supposerait une vitesse de propagation infinie, incompatible avec la relativité, sauf à assimiler la barre rigide à un point d'espace-temps. Donc on a
crois ça pose bien le problème du corps rigide, disons, dans le domaine. Alors, je vais commencer, donc, pour étudier ça, on peut mettre une corde, mais on n'est pas obligé de mettre une corde, hein. On peut déjà voir les fusées et puis voir effectivement la distance qui les sépare. Après, on mettra la corde, on va dire la corde et on verra effectivement ce qui peut se passer. Alors, funeste dessin on verra ça. On peut supposer aussi, ça c'est assez pratique, que la corde elle est élastique, finalement, elle peut s'allonger. Et si, par exemple, à un moment donné, au bout d'un certain temps, on arrête les moteurs, on va se retrouver en vol inertiel, et à ce moment-là, on va arriver à un état stable, on va figer le dernier état, et on va voir qu'à ce moment-là, on va pouvoir, disons, vraiment mesurer physiquement la longueur, disons, qui sépare les deux fusées et la longueur de la corde. Alors, on va voir si effectivement il y a un allongement ou s'il n'y a pas d'allongement. Mais pendant la phase d'accélération, vous allez voir, c'est pas possible pour les raisons qu'on verra un petit peu plus loin. On peut pas dire, parce qu'on peut pas dire où elle est la corde. On peut dire où elle est à chaque bout, où elle est attachée, mais au milieu, on ne sait pas comment c'est. Donc, on va, dans l'exposé, on va, disons, on va regarder la partie accélérée, et puis ensuite, on verra, effectivement, si on coupe les choses, qu'est-ce qui se passe. Bon, j'ai pris les impressions RR pour relativité générale restreinte et RG pour la relativité générale, mais en fait, les RG, on s'y intéresse. Alors, pour y comprendre quelque chose, ce que vous allez voir, avant de commencer, il faut que je fasse une préparation, parce que les concepts de simultanéité en relativité, c'est pas forcément évident. Alors, si le problème paraît confus, c'est qu'on utilise les concepts de référentiel synchronisé et la simultanéité associée, ce qui est un artifice arbitraire qui a été une tentative, quand on a commencé en relativité, désespérée pour sauver les concepts de temps et d'espace, abus absolu newtonien, largement utilisé au début de la relativité, vu qu'on avait bien du mal à la comprendre. Vous voyez, on est un peu dubitatif. Donc, pour y comprendre quelque chose, rappelons quelques notions de base en relativité restreinte. Donc, ce paradoxe, il a le mérite de montrer les limites et la complexité du procédé pour parvenir à une explication correcte. Car ces concepts de temps et d'espace absolu et la simultanéité associée n'existent pas en relativité. Il faut bien se rappeler que la relativité, c'est une théorie de l'espace-temps, en fait, et que l'espace et le temps séparément, d'après Minkowski, n'ont pas de valeur physique, n'ont pas de valeur physique. Donc, pour mieux présenter le caractère physique du phénomène, on va s'appuyer, j'essaie d'appuyer plutôt sur des diagrammes et des dessins, parce qu'autrement, pour un exposé comme ça sur un écran, autant si vous avez du papier, ça marche bien, c'est difficile, disons, à suivre. Plus qu'il faut plusieurs diapos. Donc, j'ai mis quelques calculs entre-temps sur lesquels je passerai, parce que ça, vous pourrez les vérifier. Si jamais il y a des erreurs, n'ayez aucun scrupule, vous me les dites. Ce serait extrêmement. Ouais, on va reprendre les calculs et vérifier combien de chiffres après la virgule. Il n'y a pas de chiffres après la virgule. Vous allez voir. Bon, les calculs sont pas compliqués, hein, c'est de la relativité restreinte, mais c'est laborieux, quoi. Disons, c'est bien pas net. Alors, on va commencer. Analyse du problème. Alors, au début, 1905, la relativité restreinte ne traitait que des référentiels inertiels, ce qu'on appelle les référentiels galiléens. Qu'est-ce que c'est qu'un référentiel inertiel? C'est un référentiel où aucune contrainte n'est ressentie. Autrement dit, par exemple, je flotte dans un train, mettons, dans un train qui va à vitesse constante sur une ligne droite. Ah, oui, j'ai pas de contrainte par le fait que je sois assis, c'est la gravitation. J'ai pas de contrainte particulière. Par contre, si le train il fait un virage ou si jamais il accélère, ben oui, je subis une contrainte. Donc, les référentiels inertiels, c'est ça. On flotte dans l'espace, il n'y a pas de corps autour. Les disons, ceux dans les satellites artificiels, c'est une microgravité, ils sont pratiquement dans. Lui, ils flottent, ils sont en l'air, ils ne subissent pas de contrainte, c'est ça. Et donc, les différentes possibilités, c'est que c'est des référentiels inertiels, il y en a une infinité. Il suffit qu'il y en ait un, on en finisse un, et tous ceux qui ont une vitesse constante par rapport à lui, eh ben, ils sont inertiels, en fait. Là, je vais donner. Donc, là, on va commencer par des trains. On va voir qu'on va vite arriver vers des fusées. Et en plus, entre les trains et les deux fusées, c'est plutôt instructif parce qu'en fait, le train, il a un début, il a une fin. Et entre les deux, il y a les wagons. Donc, ça va pas mal ressembler au problème qu'on va avoir. Je vais continuer.
faut que je remette mon truc là. Alors, si j'ajoute que Einstein a beaucoup utilisé les trains en 1905, c'est un bon exemple, hein, il a bien spécifié que sa théorie ne fonctionnait pas que les trains. Hein, mais il a bien précisé. Alors, hein. Alors maintenant, comment on fait pour mesurer la longueur d'un train qui roule? Comme ça pourrait être une voiture, depuis le bord de la voie ferrée. Mesurer un truc qui est à l'arrêt, ça, c'est bien, on sait faire. On prend un mètre, hein, on mesure, c'est pas de problème. Mais un truc qui est en mouvement, c'est moins simple. Ben, il faut déjà qu'on commence par avoir balisé. Il faut qu'on ait des bornes, que le talus il a été balisé, et maintenant, et disons, synchronisé également, référentiel pour définir, parce que l'idée, c'est de dire, la longueur, ça va être, disons, ce qui est simultané. Si vous avez deux observateurs, il y en a un qui est à la queue du train et l'autre au début du train, si au même moment, s'il y en a un qui voit une certaine heure, disons, un certain moment, l'avant du train et un autre, un moment qu'on juge simultané, eh bien, ça va être la distance entre les deux observateurs. On va dire sur le bord du talus, c'est comme ça qu'on va mesurer, disons, la longueur. C'est une mesure. En fait. Et pour ça, il faut avoir un critère de simultanéité. Alors, le balisage spatial, ça peut être fait par un géomètre, hein, il y a un électromètre qui a posé des bornes. Et donc, par définition, la longueur du train en mouvement sur le talus, c'est la mesure sur le talus de la distance entre l'observateur A sur le talus face à la tête du train et l'observateur B sur le talus face à la queue au même moment, simultanément. Donc, il faut avoir défini une notion de simultanéité. Ça suppose une synchronisation des horloges pour ces critères. Alors, comment on fait ça? Ça avait été fait pour se ramener à la mécanique newtonienne, puisque on va essayer de redéfinir un temps et un espace absolu. Le mécanisme de synchronisation des horloges, par exemple, ça peut se faire par l'envoi des champs de signaux lumineux, puisque la lumière se propage à une vitesse constante connue, pour accorder les horloges. Par exemple, dans un référentiel qu'on a préalablement balisé, bon, après, c'est informé, hein, si à un moment donné, il y a B qui dit à 12 heures, il y a A qui dit à B, à 12 heures, je vais vous envoyer un signal, hein, en fait, et si B, il est situé à une seconde lumière, et ben B, il doit le recevoir à 12 heures plus une seconde. Si dans son horloge, il reçoit le signal à 1 heure plus une seconde, on va considérer qu'il est synchronisé avec l'heure, parce que c'est le temps qu'il a mis, il y a une seconde d'avant, quand il est parti, eh bien, il était, il sait que c'est pas ça. Si c'est pas le cas, B, il va corriger son horloge. Et puis, on peut synchroniser, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on peut faire. Mais le résultat, il est conventionnel, purement conventionnel. On pourrait faire autre chose, parce que la simultanéité n'a pas de caractère universel. Autrement dit, en relativité, le fait que des éléments soient simultanés, mais on s'en fout complètement, si vous voulez. C'est purement, disons, informatique. Ce qui est important, c'est la causalité, par exemple. Là, la causalité, c'est un truc important, mais pour la causalité, ça, l'avantage en relativité, c'est que la causalité, elle est préservée. Et pas seulement au niveau, disons, d'un seul référentiel, je dirais par principe physique même, si un événement a pu être la cause d'un autre, c'est vrai dans n'importe quel référentiel, parce que c'est un phénomène physique. Donc là, il n'y a même pas besoin de faire ça pour la causalité. Alors, ça peut la définir, ça peut donner un moyen pratique, mais c'est pas du tout... Et je t'interromps, et est-ce qu'on pourrait pas plutôt, plus simplement, tu vois, faire la mesure de la longueur du train en prenant une photo à distance, tu vois, on est dans une direction normale à la voie, on prend une photo, on connaît la distance à la voie, et on mesure l'angle apparent sous lequel on voit le train. Peut-être. Et auquel cas, voilà, on n'a plus qu'un seul point d'observation, une seule horloge. Donc, c'est pas comme ça que c'est défini. Voilà. Parce que ça, c'est un truc local. Là, on veut synchroniser tout le référentiel. L'idée, elle est pas bête. Imaginons qu'il y a un événement, par exemple, qui se produit en A, je sais pas, un coup de tonnerre qui tombe. Si B le reçoit à, mettons, 12 heures, une seconde, il dira, tiens, c'est tombé en A à 12 heures. Donc, ça permet d'avoir un repère pratique. Ça, c'est pour synchroniser les horloges, là, on peut, ça, c'est une méthode, hein, qui est pratique. Ça prend du temps, effectivement. Puis c'est théorique aussi, hein, il faut bien connaître. Non, mais c'est la mesure qui est faite. Alors, le caractère physique de la contraction. Alors maintenant, on parle de contraction. Mais cette contraction, est-ce qu'elle est physique ou c'est simplement un problème de mesure? Parce que qu'est-ce qu'on a fait au bord
des ondes à voie ferrée, on a fait une mesure. Est-ce que ça veut dire que le train, il s'est, je sais pas, contracté ou qu'il s'est dilaté? Bah, c'est sûr que si vous faites la mesure dans le train, lui, il va avoir une certaine longueur. Dans le train, lui, par rapport au train support-pont, il va avoir une certaine longueur. Et là, on peut dire que c'est la longueur physique, parce que je suis dedans, c'est le talus. Par contre, de l'extérieur, tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est une mesure. C'est une mesure. On va le mesurer par exemple plus grand que ce qu'on va donner dans le train ou plus petit, mais c'est une mesure. Alors que l'autre, effectivement, c'est plus qu'une mesure, c'est une mesure qu'on peut confirmer, on peut dire, c'est la mesure réelle, disons, des ondes du train. Parce qu'on est, je suis dedans. Alors, toutes ces notions, avant de commencer, je les donne parce que, effectivement, sinon on n'y comprend rien hein, dans le paradoxe. Ah, il faut que je retrouve mon curseur et le sortir. J'ai perdu. Ah, voilà, je l'ai retrouvé. Voilà. Alors, cette longueur L, dans le train, en fait, c'est pas au sens de la réalité, c'est pas une longueur, c'est un intervalle d'espace-temps. C'est un intervalle d'espace-temps qu'on note S2. L'intervalle d'espace-temps, c'est relativité. Bon, c'est ds, machin, mais comme c'est linéaire, on peut intégrer. Hein. C'est enfin, avec ces conventions-là, la longueur au carré, moins le temps au carré. Avec c'est pour que ça soit homogène. Hein. C'est par exemple, c'est CT2, ça va être L2 moins CT2. Mais là, T, il est nul, puisque dans le train, c'est le même temps, il n'y a pas de... T est nul. Voilà. Donc, en fait, ce qu'on appelle la longueur, en fait, c'est un intervalle d'espace-temps de type espace. De type espace. Mais le gros intérêt de cet intervalle d'espace-temps de type espace, c'est que c'est un invariant. Parce qu'en relativité, autant L et T sont pas des invariants, S, l'intervalle d'espace-temps, c'est un invariant à caractère physique. C'est-à-dire que tout le monde, observant ce truc-là, doit trouver la même chose, doit trouver le même invariant. Même s'ils trouvent des longueurs et des temps différents, c'est un invariant, ils doivent trouver cet invariant. Et c'est pour ça d'ailleurs que Minkowski avait dit, le temps et l'espace n'ont pas de caractère physique parce que personne, on ne peut pas se mettre d'accord dessus, alors que sur l'invariant, disons l'intervalle de l'espace, on peut se mettre d'accord dessus. Et c'est vraiment un invariant, disons un intervalle de l'espace, tout le monde doit trouver la même chose. Mais pas de la même portion, de la même manière. Donc ça, là, dans mon train, je suis, disons, j'ai été synchronisé, j'ai pas de temps qui s'écoule, hein. C'est bon, ben j'ai ça. Là. Je continue. Notons qu'on peut synchroniser n'importe quel référentiel, indépendamment. Mais cette synchronisation ne vaut que pour lui. Il ne s'applique pas entre référentiels différents. Et c'est ça le gros problème de ce travail qui avait été fait, c'est que ça s'applique à un référentiel, mais pas entre référentiels. On va dire, par exemple, deux événements qui vont être simultanés dans un référentiel ne le seront en général pas dans un autre. Ça va, vous suivez toujours? Attends, j'ai perdu mon truc. Il est où le curseur? Ah, c'est j'ai retrouvé. Alors, le caractère physique de la contraction inertielle. Alors, sur la mesure sur le talus balisé, c'est une mesure qui n'a pas de caractère physique. C'est l'image du train, un peu, on va dire, dans le référentiel du talus. Sa longueur mesure L n'est pas un espace-temps de type espace qui sera invariant, mais la coordonnée espace de cet intervalle qui comporte aussi une coordonnée de type temps, non nulle. L'objet mesuré à une vitesse relative. Alors, je vais redescendre un peu. Je vais faire le curseur à chaque fois. Il est où? C'est bon. C'est comme l'ombre sur une surface déformée du train. Mais si je calcule l'intervalle d'espace-temps du train mesuré sur le talus, son invariance impose que, vous voyez, le S2 égale L2 moins T2 égale L2. C'est-à-dire que je vais retrouver à partir de la longueur et du temps le même intervalle d'espace-temps qui est effectivement un invariant. C'est ce qui fait effectivement que, bon, la vraie longueur, disons, c'est celle qu'on mesure sur l'objet lui-même. Et l'autre, disons, c'est simplement des mesures, en fait, mais effectivement, il faut combiner à ce moment-là le temps et l'espace. Alors, ça va peut-être un peu... Bon, ça, c'est la relativité de base, hein, il n'y a pas de problème. Alors, l'art de raisonner sur des figures fausses.
Parce qu'on ne va pas arrêter de raisonner sur des figures fausses. Alors, la raison est simple, c'est que la relativité restreinte, contraste les diagrammes de Minkowski, le diagramme, il est représenté en géométrie euclidienne. Je n'ai pas de feuille de géométrie lorentzienne ou minkowskienne. Or, en fait, on représente des phénomènes de géométrie minkowskienne sur un support euclidien. Autrement dit, dans tout ce que je vais vous montrer, toute la géométrie est fausse. Il n'y a pas de problème, mais c'est pas grave en mathématiques. Si on sait ce qu'il faut et si on sait comment il faut corriger, on va retomber sur le pied. Exemple de géométrie fausse. Voilà. Bon, par exemple, vous connaissez la projection de Mercator, hein, qui déforme effectivement considérablement les continents, les mesures, disons, quand on s'approche des pôles. Regardez l'Antarctique, quasiment, c'est une taille terrible. Et c'est censé, effectivement, c'est normalement une carte, disons, d'un objet qui a une surface sphérique. Alors, on voit bien que, de toute façon, pour faire des choses, la géométrie sur la carte sphérique, elle est juste. Il n'y a pas de problème, c'est la géométrie sur une sphère. Mais la géométrie, effectivement, sur ma projection de Mercator, elle est fausse, toute évidence. Maintenant, si je prends la latitude et la longitude que j'ai définies sur ma sphère, en fait, et puis le rayon de la Terre, eh bien, si je prends la métrique ds2, là, égale R2, dl2 plus dl2 cos carré L, eh bien, la carte de Mercator, géométriquement fausse, elle va donner les bons résultats. Elle va donner les bons résultats parce que précisément, cette métrique, elle va corriger, effectivement, la déformation de la perspective. Donc, ce qui veut dire qu'on peut très bien avoir une géométrie fausse, mais si on connaît les défauts, on peut, disons, en tirer des résultats corrects. Alors, vous connaissez toujours, vous voyez que la ligne droite, là, entre les deux points sur la carte de Mercator qui apparaît la distance la plus courte, c'est pas le cas. En fait, c'est un arc de grand cercle, hein, qui est projeté, effectivement. Donc, mais ça, si vous le faites en géométrie, vous feriez l'intégrale le long de la courbe, vous verriez que la partie rouge qui paraît plus longue, en fait, elle est plus courte. Elle est plus courte. Voilà, c'est que c'est un arc de grand cercle qui est projeté. Donc voilà, ça c'était un petit peu une mise en appétit pour la suite, parce que c'est pas fini. C'est pas fini. Mais bon, c'est une distraction, hein, voilà. Bon, alors là, le diagramme de Minkowski. Bon, j'ai mis mon train, vous voyez, alors, mon train il est un peu bizarre, hein, mais c'est comme ça qu'il faut le représenter. Donc j'ai un diagramme de Minkowski qui est relatif au référentiel, le sol, enfin, disons le référentiel de départ. J'ai ensuite, vous voyez, la flèche, oui, je ne vois pas, mais le truc en rouge là, la flèche en rouge là, vers la droite, bah, c'est la tente V, c'est la vitesse, vous voyez, le train, en fait, il va à la vitesse V. Là, je dois représenter, et là, c'est une droite d'équation x égale vt. C'est pas compliqué, hein, ça se représente comme ça. Et donc, mon train, lui, il va se déplacer, puisqu'il a une vitesse constante, il part peut-être de 0, il va se déplacer sur cette droite. Alors, vous voyez, il est un peu bizarre, il est pas... Oui, pourquoi? Parce que la ligne de simultanéité, prenez le diagramme de Minkowski, soit là, en bas, horizontale, c'est l'axe, disons, des temps, mais pour x égale 0, c'est-à-dire à coordonnées spatiales constantes, on est d'accord, et la partie verticale, c'est l'axe des x pour un temps constant, là, c'était à t0, mais vous pouvez en faire les autres à t égale 1, c'est une droite qui est parallèle, disons, à celle-là. Les droites, disons, à temps constant sont... oui, c'est ça. Les droites à temps constant sont verticales, et les droites à x constant sont horizontales. Ah, ça va, dans ce cas. Le problème, c'est que lorsque le je définis référentiel du train. La partie, disons, sur lequel roule le train, si vous voulez, bon, ben ça, c'est à x constant. Hein, lui, il bouge pas. Non, par rapport à lui, il bouge pas. C'est clair, hein. Donc, c'est x constant. Et l'autre partie, disons, la partie verte, vous voyez, là. Alors, au milieu, vous avez une flèche bleue qui représente... Jacques, utilise ta souris pour montrer ce que tu veux on va voir. voir Si, on peut voir si tu utilises ta Ah oui, souris, d'accord.
Alors, À distance. Parce qu'on ne voit rien là sans ça. ça, effectivement, Là, tu la vois. voilà, ça, c'est, disons, le chemin suivi, disons, la trajectoire suivie par le train. Alors bon, là, on voit l'arrière du train ici, mais le train, il a une certaine longueur. Hein, donc, vous avez bon, le référentiel de Minkowski qui est orthogonal, bon, vous le connaissez, hein, comme je disais. Ça, c'est la coordonnée, effectivement, temps. Donc, à coordonnée spatiale constante, puisque, bon, forcément, hein. Et là, c'est la coordonnée espace, la coordonnée temps constant. Et toutes les lignes, disons, parallèles, verticales, sont effectivement à temps constant, mais à des temps différents. Là, c'est x égale 0. Et toutes les lignes horizontales sont à x constant. Hein, mais vous voyez, par exemple, les observateurs, ils sont à des x différents, x1, x2. Mais là, c'est constant, en fait, hein, en même temps. Mon train, là, évidemment, il est un peu bizarre. Hein, mais alors, pourquoi il est comme ça, mon train, en fait? C'est qu'en fait, lui, disons, il se déplace sur X. En fait, hein, X, en fait, hein, vous voyez, c'est parallèle, donc c'est parallèle à ça. En fait, hein. Vous voyez, donc si c'est parallèle à ça, en fait, c'est qu'il est à X constant le train. Lui, il bouge pas par rapport à lui-même. Par contre, le temps évolue. En fonction du temps, il va glisser là-dessus. Donc, je vais montrer une. Oui, et quand on est à l'avant du train, Voilà, on voit l'arrière du train dans le passé. Bah, comme ça, enfin, disons. Bien sûr. Mais j'ai une animation, vous allez mieux comprendre, en fait. Hein, là, c'est l'axe X', il est à temps constant. Donc ça, c'est parallèle, c'est aussi à temps constant. Vous voyez la flèche bleue. Voilà. La flèche bleue qui est là, en fait, c'est parallèle à l'axe X en vert, et c'est parce que, effectivement, pour ça, vous voyez, le temps est constant pour ce machin. Alors là, il a une autre valeur. Hein, le temps, il vaut, je sais plus, j'ai appelé T1, je crois, mais il est constant. Alors, effectivement, donc il va se déplacer là-dessus au fur et à mesure. Et le référentiel, disons, associé au train, bah, vous voyez qu'il est, il est fermé, il n'est pas orthogonal. Il y a une branche qui correspond à la trajectoire, le x égale vt, et l'autre, la branche dx, elle est symétrique par rapport au rayon lumineux, disons, de cette branche-là, de la trajectoire du train. Enfin, disons, la route que suit le train. Donc, d'où la forme, disons, ça se referme. Alors ça, bon, ça peut paraître bizarre, mais c'est lié au fait qu'on est en train d'essayer de représenter sur un support euclidien un phénomène, disons, qui est minkowskien. On pourrait très bien reprendre celui-là comme référence. À ce moment-là, on le met orthogonal et c'est les autres qui se replieraient. Ça, c'est lié à un effet, disons, de perspective, si vous voulez, d'un truc qui serait un peu tourné, en fait, et qu'on voit, disons, de manière tournée. Et ça, c'est la représentation d'un phénomène minkowskien en géométrie euclidienne. Alors oui, j'ai mis plusieurs trucs. Bon, j'ai rappelé que tous les trucs sont faux, que les axes parallèles à X sont les lignes de simultanéité pour le sédentaire. Hein. Tous les axes parallèles X' sont les lignes de simultanéité pour le train. En fait. Puis j'ai mis la lumière, j'ai mis quelques trucs, quelques observateurs. Donc ça donne un premier exposé. Je vais vous montrer maintenant autre chose. Alors oui, je vais retourner. Il faut que je passe la suite. Là. Non, mais là, j'ai pas d'accélération pour l'instant. Je commence par le plus simple. Hein. Voilà. Ah, alors ça c'est intéressant. Donc, j'essaie à peu près la même chose, mais normalement, voilà. Je vais vous faire une animation. Vous voyez le train, comment il se déplace? Voilà comment se déplace le train vu, disons, dans ce diagramme. Toujours, disons, effectivement, parallèle aux X, à l'axe des X'. Et puis, ben, dans le temps, effectivement, ça bouge, quoi, la valeur du temps bouge au fur et à mesure. Effectivement. Donc, voilà ce que ça donne. Puis là, ben oui, les observateurs qui vont faire les mesures, ceux qui sont au bord, vous voyez, là, ils sont là, ici, par exemple. Il y en a un qui va voir là, ça donne la mesure sur le bord du talus, à un bout. Et là, ça donne la mesure sur le bord du talus, à l'autre bout. Donc, la mesure qu'on va faire, c'est ça, la flèche ici. Donc, on va mesurer, vous voyez, un truc. En fait, on voit bien qu'on ne mesure pas la longueur du train, même si la figure elle est fausse. On mesure, disons, une projection du train, disons, sur ce truc-là. Et puis, il y a un facteur temps ici également qu'on va avoir à combiner.
Bon, c'est pas très simple. Enfin, j'ai fait une petite animation pour que vous compreniez un petit peu mieux le truc. Hein. Alors, maintenant, si la relativité traitait que des référentiels initiales, au début, on l'a étendu au cas d'une accélération, soit rectiligne, hein, on est projeté sur le dossier du siège dans le sens d'accélération, soit de courbure de trajectoire, et toute combinaison de ces deux. Alors, on considère alors le référentiel local tangent, à ce moment-là, ça sera infinitésimal. On y applique localement les lois de la restreinte, le résultat global s'obtenant alors par une intégration le long de la trajectoire. Alors, un truc qui est intéressant également, c'est, vous allez voir également, ce fameux référentiel des fusées. Donc, je vais mettre la... Ah, tiens, j'ai pas les... J'avais mis les... C'est vrai, je vois pas les fusées. Ah, attendez, c'est pas ça que j'avais fait. Alors, bon, je vais reprendre ça. Qui apparaissent. Ouais. Oui, alors, j'avais mis les fusées, normalement, elles apparaissent pas. Au début, vous voyez, quand elle part, le référentiel de Minkowski, il est comme ça, elle est à l'arrière. Ensuite, quand elle avance, j'avais mis la... Oui, j'avais mis des fusées, on les voit pas, elles apparaissent pas. Je sais pas pourquoi. Dès qu'il a une certaine vitesse, parce que c'est ça sa trajectoire, hein, c'est la ligne rouge, là, on voit qu'il y a une accélération, ça augmente. Alors, ce truc-là, T', vous voyez que c'est parallèle à la tangente ici, en fait, hein. Et là, comme on a la lumière, on met le X qui est symétrique par rapport, disons, à ce truc-là. Et on voit au fur et à mesure que la vitesse augmente, eh bien, là, c'était parce que je pensais qu'il y avait des espaces qui avaient des fusées avant. Le référentiel se ferme. Ouais, vous voyez, le référentiel à la fin, il est quasiment fermé. Là, on n'est pas loin, on est presque par la vitesse de la lumière. Donc ça, c'est pour montrer effectivement qu'au fur et à mesure de l'accélération, le fameux référentiel, il va se fermer. Mais c'est dans ce référentiel-là, ça va donner, par exemple, si c'est la fusée 1, ça va donner le point de vue de la fusée. Le point de vue de la fusée 1, il faut l'évaluer dans ce référentiel-là. C'est pas sur disons, au sol, il voit une certaine chose, mais si on veut voir ce que voit la fusée 1, comment la fusée 1 voit la fusée 2, eh bien, il faut le prendre dans ce référentiel-là. Alors, ce qui n'est pas ça, parce que là, c'est pas orthogonal, tout, c'est pas forcément évident. C'est un effet de perspective. Bon, là, c'est pareil, j'ai mis les fusées, mais j'en veux pas. C'est bizarre. Donc, on va rappeler qu'on commence par traiter le cas des fusées reliées par un câble, hein, ce qui n'est pas directement le problème posé, mais un problème connexe. Ensuite, bon, qui est ajusté, bon, etc., ça montre OK. Bon, ça, j'en ai parlé, en fait. Hein. Alors, pour se ramener à la RR à la fin, quand même, qu'on s'est traité simplement, on va couper les moteurs à la fin. Au bout de même temps, on va dire au bout d'un certain temps convenu, mettons chacun au bout de 10 minutes, de son temps propre, il va couper le moteur, et puis on va laisser après, on va rester en vol inertiel, et on va voir qu'effectivement, en vol inertiel, on va pouvoir bien définir disons, la longueur, parce que de nouveau, on va se retrouver finalement à la fin dans le même référentiel. Et du coup, étant dans le même référentiel. SNCF Voyageurs souhaite la bienvenue à bord de notre train à destination. C'est quoi, ce gars? On va couper son micro. Attends, Ouais. je vais lui couper le micro. Vous suivez? Oui. Non, mais c'est pas ça, mais la représentation de Minkowski, elle est quand même intéressante parce que vous allez voir, on va arriver quand même à bien montrer que le gros problème, c'est un problème de simultanéité. C'est-à-dire qu'on peut pas, on va le voir sur les découvertes suivantes. Hein. Je vais peut-être m'arrêter là-dessus. Pour ça, c'est un peu du baratin. Alors, faut retrouver le truc. Ah, il est où, mon truc? Ah, ça y est, voilà. Bon, donc, effectivement, je passe aussi. On en a parlé. Alors, on va rentrer là vraiment dans la figure, dans le... Ah oui, alors ça, c'est important, par contre. Parce qu'il faut savoir... Ok, ça je l'avais dit. Bon. Une trajectoire accélérée avec une accélération constante, ça obéit à une loi des équations du type T. Alors T, c'est le temps dans le référentiel de départ, en fait. Et tau, c'est le temps propre, effectivement, de l'astronaute dans sa fusée. C'est sinus hyperbolique de A, où A, c'est l'accélération, à tau, en fait, divisé par A.
Et x, c'est cosinus hyperbolique de a tau divisé par a. Ah, et l'accélération prend de temps, le temps. En effet, si vous mesurez l'accélération, qui est dérivée seconde de x par rapport à des t2, pour l'accélération en fait, hein, vous allez voir qu'en fait, alors il faut prendre les composantes, hein, il y a deux composantes, comme on a deux dimensions at et puis ax. Et quand on calcule le module, vous verrez, eh bien, quand on calcule le module de ça, eh bien, on arrive à A. Donc, le module, effectivement, ça, voilà, c'est le A. Donc, c'est bien, on trouve bien la bonne accélération. Alors, on déduit que xt moins t2, on a pris 1 sur A, hein, bon, on a pris effectivement une accélération importante, hein, parce que ça correspond à la posée c égale 1, donc ça correspond à une accélération de la vitesse de la lumière par des secondes au carré. C'est énorme, enfin, peu importe, c'est un exemple. Oui, bon, sur ce diagramme, on va voir, on va tracer la moitié droite de l'hyperbole supérieure, qui est, disons, x2 moins t2 égale 1, soit x égale t2 plus 1, enfin racine carrée de t2 plus 1. Et puis, alors je vais encore parler de mon truc. J'arrête pas de perdre mon... Ah, voilà. Et puis, on va recopier cette hyperbole en la translatant vers le haut d'une distance fixe, puisque la deuxième fusée, disons, elle est devant, hein, dans cette x. Ah, ça va donc faire d plus 1 plus t2 plus racine carrée de 1 plus t2. Pas très compliqué, c'est des arcs d'hyperbole. Hein. Et ça représente les courbes des lignes d'univers de nos deux fusées uniformément accélérées. On va fixer les conditions initiales en posant la vitesse nulle au départ, à t égale 0, elles sont hors repos. Et puis, bon, on peut vérifier effectivement que des x2 sur d2 égale 1 à t égale 0. Ça, c'est l'accélération. Bon, évidemment, là, ah oui, mais alors là, c'est pas pareil. Oui, là, ça devient plus dur. Alors, j'explique. Voilà, on a trois référentiels. Donc, le référentiel de la... Ah oui, le référentiel, disons, de base, hein, disons, de départ, qui est représenté par les coordonnées orthogonales, hein, avec le temps en abscisse et le x en ordonnée. Donc, on voit que les deux courbes, une courbe rouge qui correspond à une des fusées, vous voyez, au départ, celle-là, elle est là, l'autre, elle est un petit peu plus loin. Et puis, ben, c'est des branches d'hyperbole. En fait. Maintenant, il faut, effectivement, regardons, par exemple, le point... Attends, j'avais mis les fusées, mais là, il m'a fait des blagues. C'est pas sorti, ce truc-là. Je recherche mon truc. Ah oui, il est là. Voilà. Normalement, il y a une fusée qui est ici, la fusée que j'avais mis en rouge, et cette fusée, quand on regarde sa trajectoire, on trace la tangente, effectivement, à l'hyperbole à cet endroit-là, et puis pour la partie, disons, x, qui correspond à sa ligne de similitude, là, c'est une droite qui est symétrique par rapport au rayon lumineux. Comme on a dit, ça correspond au référentiel. Oui, il y a un truc qui est bizarre, c'est que j'avais mis des fusées, elles sortent pas, bon, peu importe. Imaginez qu'il y a une fusée rouge ici. Hein. Donc voilà son référentiel local. La partie, disons, ici, c'est le tangent, effectivement, à la courbe. Ouais. Et l'autre partie, c'est la symétrique, qui correspond à la ligne de similitude. C'est la symétrique par rapport au rayon lumineux. Donc lui, si vous voulez, la deuxième fusée, il la voilà sur sa luminosité, puisque sur la trajectoire verte, c'est la deuxième fusée, et cette ligne, sa ligne de simultanéité, elle coupe cette trajectoire ici. Donc, il voit la fusée en Q. Mais si maintenant je me mets du point de vue de la fusée Q, qui lui a son propre également référentiel local, différent, en fait, donc que j'ai tracé, qui est un peu plus serré, eh bien lui, il va l'avoir ici, sur sa ligne de similitude. Donc vous voyez le problème de synchronisation, où il y en a un qui la voit à un endroit, mais l'autre, il ne voit pas à l'endroit où le premier l'a vu. Donc ils peuvent pas être d'accord sur disons, sur la synchronisation. C'est vraiment le problème. Je pense que quand je le mettrai en ligne, ça sera un peu plus complet, le truc. Hein. Alors, il y a un certain nombre d'autres choses aussi, mais le point essentiel qu'il y a ici, c'est qu'on voit qu'effectivement, manifestement,
ils sont pas, il y a des synchronisations. Parce que pendant que l'un le voit là, au même moment, sur la même exclusivité, l'autre le voit là. Donc, c'est pas possible. Donc là, je vais continuer. Moi, j'avais même pas besoin de deux fusées. Je me disais que c'est complètement incohérent entre une fusée et la Terre. Oui, mais enfin, bon, Paradoxal. le paradoxe des fusées de Bell, il est effectivement mieux que C'est là. Il y a là. Mais ça, à la fin, j'en parlerai avec une fusée parce qu'il y a des coordonnées spéciales qu'on appelle les coordonnées de Rillner qui sont bien adaptées à la description d'un mouvement accéléré, effectivement, d'une fusée. Donc là, bon, bah là, c'est un petit peu vous lirez ça parce que le problème, c'est que je peux pas en même temps, disons, mettre la figure, mais c'est la figure qui est la plus importante, parce que la figure, elle vous montre effectivement, elle vous montre le problème. C'est que un voit l'autre à un endroit et l'autre, lui, il ne voit pas à l'endroit où l'autre l'a vu. Donc, il y a des synchronisations entre les deux référentiels. Alors, maintenant, quid de la corde? Alors, comment est la corde dans cette situation? Bah là, il faut reconnaître qu'on ne sait pas très tôt. On sait où l'attacher à chaque bout. Ça, c'est pas douteux. Mais entre les deux, alors, on peut supposer, si on fait de la physique, qu'elle va être dans une position qui va correspondre à la tension minimum de la corde. En principe, ça devrait être l'état d'équilibre naturel d'un corps élastique, disons, de se mettre en état de tension minimum. Alors, on va voir que si elle est infiniment rigide, elle casse dès le départ. Donc, il n'y a pas de problème, parce que dès le départ, il y a un allongement, donc elle va casser dès le départ. Mais si elle est élastique, et je pense que c'est un peu intéressant, c'est pas facile de savoir effectivement quelle est exactement sa trajectoire. Alors qu'on le saura, une fois qu'on aura coupé les moteurs, ça va devenir évident parce que vous voyez, les deux qui sont différents, ils vont se recouper, ils vont de nouveau se remettre en phase. Quand on aura coupé les moteurs, à ce moment-là, le phénomène disparaît. Non, mais à ce moment-là, oui. Ne se casse plus. Non, mais il y a une phase, il y a une petite phase de récupération, on va le voir là. Mais ce qui est certain, surtout, c'est que vous avez deux axes de simultanéité, l'un en P, l'autre en Q, mais ils ne sont pas confondus. Mais quand on va couper la corde, au bout, il y a une espèce de temps de récupération, hein, ils vont se retrouver, enfin, en fait, parallèles, pas confondus, mais parallèles. Mais être parallèles, c'est bon, ils vont se remettre dans le même référentiel, et à ce moment-là, on va pouvoir, disons, parler de la longueur de la corde. Et on sait où elle est. Là, c'est vrai que peut-être qu'il y aurait des moyens compliqués, mais on sait où sont les bouts, ça c'est sûr, mais entre les deux, il faudrait prendre des tas de trucs intermédiaires pour pouvoir un peu à chaque fois, vous voyez, faire une espèce d'enveloppe pour ça où c'est. Enfin, le fond du problème, il est là. Donc ça. Est-ce que ça a du sens de décrire le problème par rapport au milieu d'accord? Non, la complexité. Non, mais il faudrait mettre. À ce moment-là, vous mettriez une troisième fusée au milieu, et puis bon, mais. Je veux dire, non, mais non, mais si vous voulez, c'est aussi pour illustrer le problème de la perte de synchronisation. Oui, bien sûr. Et disons, de la perte de montrer que la simultanéité, effectivement, n'existait pas en quantité. Voilà. Non, mais cette histoire de corde était pour illustrer le truc. Hein. Je reprends mon truc. Hein. Ah, j'ai encore perdu. Bon, ah, voilà. Là, je suis bon. Là. Voilà. Alors, je vais quand même donner. Bon, je donne quelques éléments. Je vais m'intéresser maintenant du point de vue, disons, de ce que vaut la fusée. Alors, celle qui est derrière, parce que vous avez vu dans X, il y en a une qui a une valeur de X plus importante que l'autre, et l'autre plus petite. Donc, on peut dire qu'il y en a une qui est devant et une qui est derrière. Parce que au départ, il y en a une qui était à X égale 1 et l'autre qui était à X égale 1,5. Donc, il y en a une qui est devant et une qui est derrière. Donc là, je m'intéresse à la fusée qui est derrière. Comment elle voit la fusée devant. On va regarder notamment au niveau de la distance qui les sépare, parce que la fusée qui était en P, en fait, elle a tracé sa ligne de simultanéité, elle a sa ligne de simultanéité qui était sur son axe de X'. Donc ça correspond à la distance à laquelle elle voit, disons, la fusée, disons, qu'elle poursuit. Alors l'autre la voit aussi, mais ça, c'est la fusée, c'est l'autre point de vue. Alors, regardez ça, ce que ça donne. Ça, vous lirez, hein, c'est les commentaires. Oui, j'ai oublié de dire, il y a un document, le document complet, mais il fait une centaine de pages. Je l'ai mis en index. On va y arriver. J'espère quand même. Ah, la distance, voilà. Bon, il faut se référer à la figure 3.1 que je vous montrais tout à l'heure, mais effectivement, la distance, vous avez vu, c'est l'arc que j'ai mis en rouge, là, qui séparait entre P et Q. Ça, c'est la distance vue par la fusée poursuivante.
Donc ça se calcule assez simplement, vous verrez. Voilà, c'est des petits calculs, ça. Alors voilà ce que ça donne. Ça dépend de la distance de départ. Si les fusées sont relativement proches les unes des autres, avec le temps, finalement, bon, bien sûr, ça augmente, mais ça va pas augmenter beaucoup. Par contre, si vous avez vous voyez, ça, c'est différentes courbes pour différentes valeurs de la distance. Vous voyez, D égale 0,1, 0,5, 1, 2 et 4. D, c'est l'écart au départ. Vous voyez, bon, pour 1, bon, ça bouge pas beaucoup. 2, ça bouge un peu plus. 3, la pente est plus forte. 2, plutôt, la pente est plus forte. Et 4, là, vraiment, ça augmente extrêmement vite. Ça, c'est la distance. Ensuite, là, à quelle vitesse, puisque la fusée, dans son référentiel, voit une certaine vitesse, voit une certaine vitesse de la fusée qu'elle poursuit. Peut-être au même. Cette vitesse peut être de 0 si bon la même vitesse, mais si c'est pas la même vitesse, et en fait c'est le cas, elle va avoir une certaine vitesse. Alors là, c'est simplement la loi de composition de vitesse relativiste, hein. On ne se fatigue pas. Et ça va donner, bon là il y a un peu de calcul. Et voilà donc ce que ça donne. Et là encore, ça va dépendre, disons, de la distance. Vous voyez, par exemple, si la distance au départ, c'est 0,1, c'est la courbe du bas. Alors, je vais y arriver, peut-être la courbe du bas, si je la vois. La courbe en bleu, en bas. Pour 0,3, c'est la courbe en rouge. Et puis pour 1, alors là, vous voyez que même on va être limité par la vitesse de la lumière, parce qu'on est à 0,9 là-bas. Donc on voit que la courbe va tangenter la vitesse de la lumière, effectivement, parce que de toute façon, dans n'importe quel référentiel, hein, c'est pas seulement le référentiel, disons, qu'il y a de départ, n'importe quel référentiel, même le référentiel, dans le référentiel de la fusée, vous ne pouvez pas voir un objet se déplacer plus vite que la lumière. Donc ça, c'est aussi vrai pour tous les référentiels. Voilà. Je vais avancer un peu. Voilà. Maintenant, le point de vue de l'observateur 2, de la fusée poursuivie. Bah, c'est un peu la même chose, hein, sauf que lui, effectivement, alors là, j'ai pris une valeur plus grande, mais c'est dommage parce que, effectivement, vous voyez, il est en Q, l'observateur poursuivi, et quand on regarde sur sa ligne de simultanéité, à ce moment-là, eh bien, la fusée, elle n'a pas encore décollé. Elle est encore sur le pas de tir. Donc, vraiment, là, on voit la perte de synchronisme qu'il peut y avoir, mais j'ai pris une valeur assez élevée pour illustrer le phénomène. Donc, c'est le caractère. Et en fait, tout au long du voyage, il verra, la fusée ne verra jamais l'autre décoller. Elle ne la verra jamais décoller. C'est assez, si vous faites la suite. Oui, elle ne la verra jamais décoller. Sauf éventuellement, peut-être à l'infini, parce que ça va. On arrive vers la vitesse de la lumière. Oui, de toute façon, non, mais elle ne la verra jamais décoller. Non, non. Il va y avoir aussi un phénomène d'horizon. À un moment donné, ils vont perdre le contact. Ils ne pourront plus communiquer, en fait. Alors ça, c'est propre à ce qu'on appelle les mouvements accélérés. Vous avez raison, il n'y a pas besoin de fusée pour faire ça. C'est également un truc qu'on va retrouver, disons, dans les mouvements accélérés avec une seule fusée. Bon, donc là, ça, c'est le commentaire, hein, mais le point fondamental, c'est de nouveau ce point-là. Après, je vais passer, je vais pas trop. Vous voyez, la fusée 1 n'influence pas causalement la fusée 2, puisque évidemment, elle ne va jamais décoller. Voilà. Alors, c'est un cas limite que j'ai pris, hein, c'était pour exacerber le phénomène. Alors, l'une des fusées est devant l'autre, hein, ça, coordonnée X est supérieure au départ, parce qu'évidemment, tel qu'on les met, on croit qu'elles sont à côté, mais en fait, non, il y en a une qui est devant, parce qu'elle a un X supérieur dès le départ. Voilà, ça, je passe. Alors maintenant, si on coupe les moteurs simultanément. Donc, on a vu que pendant les phases d'accélération, comme on n'a pas de référentiel commun, il était impossible, on est là, de parler de distance propre entre les fusées. Elles diffèrent selon Weyl. Cela nous suggère de se demander ce qui se passe si après une phase d'accélération égale en module et en temps propre, les deux astronautes coupent leur moteur et se retrouvent de facto en vol inertiel. Ouais, j'ai encore perdu mon truc. Je vais faire sans arrêt, là. Voilà. Ça figerait, grosso modo, ça revient à figer la dernière situation, comment c'était, juste au moment où on passe en vol inertiel. Et là, on va se retrouver disons, dans la relativité restreinte pure et dure, et là, on a toute la machinerie qui va bien, effectivement, pour pouvoir faire des calculs. Bon, ça, voilà ce que ça donne. Bon, vous voyez, j'avais ici, bon, j'avais mes deux. Voilà, ma fusée 1, ma fusée 2.
Et je coupe ici. Et vous voyez que malgré tout, ben, c'est pas tout de suite. Il y a encore un arc de cercle à faire avant que ça se resynchronise. Et là, à partir de là, c'est synchrone. Et à ce moment-là, vous voyez, les deux lignes de simultanéité convergent. Donc, on va pouvoir parler effectivement de longueur propre. Et là, la corde, elle est là. Si elle n'a pas cassé. Elle est là, elle est là, elle est là. Et quand on va calculer sa longueur, ben, on voit qu'effectivement, sa longueur, ben, elle a augmenté du facteur, vous savez, le gamma. Donc, effectivement, c'est bien, il y a bien, disons, elles se sont bien, disons, éloignées les unes des autres. Bon, j'avais fait aussi quelques trucs avec des voyages complets où ils accélèrent, ils font une phase inertielle, ils décélèrent. Bon, j'ai mis quelques trucs. Bon, j'ai fait la décélération constante. De toute façon, c'est pareil. Hein. Bon, vous voyez, là, des voyages, par exemple, où elles accélèrent pendant le même temps, et puis elles passent en vol inertiel pendant le même temps, et puis ensuite, elles accélèrent, elles redécélèrent, etc. Alors, ce qui était, seul point intéressant, c'est de voir, par rapport à un observateur qui est resté, lui, sur le départ, quel est leur pôle étant propre, est-ce qu'il y a une différence? Donc là, si on les calcule, vous voyez, sur le talus, alors qu'il y a un temps propre de 4, là, si on calcule, on arrive à 3,71. Donc, il y a effectivement eu un facteur, ça c'est le problème des zones de contraction du temps propre, en fait. Le temps propre est plus court, effectivement, lorsqu'on voyage que quand on ne voyage pas. Ça se calcule. Bon, c'est des sinus hyperboliques, c'est des cosinus hyperboliques, c'est pas bien compliqué, mais dans le laboratoire, ça vaut 4, toujours en unité avec ces gars-là. Et là, on avait 3,71 dans cet exemple particulier. Alors, maintenant, ce qui est amusant, c'est qu'il existe une solution où la distance reste constante, mais ça correspond à des cas d'accélération différents. Il faut que les deux aient des accélérations constantes, mais différentes. Il y a donc une solution, et à ce moment-là, la distance entre les deux peut rester constante. Et ça, on va le retrouver dans le diagramme de Rindler, et ça correspond effectivement à des coordonnées dans cette représentation. Alors là, bon, bah, oui, c'est assez différent. On voit que les hyperboles, elles sont pas pareilles, c'est pas des hyperboles translatées. C'est deux hyperboles, disons, mais ça, c'est possible. Mais, alors, chacune a une accélération constante, mais pas la même. Et si elle freine? J'avais mis. La corde devient molle, elle est trop courte. Non, mais ça, c'est autre chose. Là, c'était pas le sujet. C'était pas le sujet. Non, mais les accélérations, quand on a fait le voyage complet, par exemple, si elle n'a pas cassé, revient à la solution initiale. Quand il se propose. C'est pas encore oui. Bon, ça va, vous avez suivi quand même le fond du problème. Je crois que c'est par les diagrammes. On peut le représenter parce que si je vous mets des calculs. Non, mais géométriquement, c'est très parlant ce que tu nous as fait. Alors, je vais représenter maintenant, je vais parler des coordonnées de Riller et je vais arrêter là-dessus parce que quand même, il faut pas abuser. Alors, il y a une présentation moderne du phénomène disons des objets uniformément accélérés qui se fait en coordonnées de Rindler. Vous allez voir, c'est beaucoup plus synthétique qu'on a vu, nous. Donc, je vous ai mis une planche. En fait, on fait une planche. Alors, je ne sais pas si j'ai mis là. Voilà. Ça donne des choses comme ça. Par contre, il faut que je vous donne les. En coordonnées de Rindler, c'est ce que je vous ai mis tout à l'heure, c'était T, c'est-à-dire le temps dans le. Voilà, voilà. Non, mais on définit d'autres coordonnées, en fait. On change de coordonnées. Ça, vous voyez, X et T, c'est les coordonnées de Minkowski. Et ensuite, vous allez avoir des coordonnées qui sont des coordonnées par des courbes, en fait, qui sont des coordonnées qu'on appelle, alors je sais pas, c'est état, ce truc-là, puis ce machin-là, j'ai jamais su, c'est epsilon, je sais pas quoi, non? Zeta, voilà. On définit les coordonnées état et zeta par des transformations qui prennent en compte effectivement l'accélération constante. Et à ce moment-là, on a un autre système de coordonnées curviligne, où ça, c'est les courbes à, tu as dit combien déjà, epsilon, non, c'est zeta, je sais plus quoi? Zeta, oui. Zeta. Ça, c'est les courbes à zeta égale constante, coordonnée Cuselli. Et la coordonnée état, donc, se déroule sur ces courbes à zeta constant. Et ça, c'est le truc, disons, X, qui est effectivement, lui, précisément un état constant. Donc, ces deux types, on peut faire ce qu'on veut comme coordonnées. Hein. Au départ, ça, c'est Minkowski. Là, j'ai mis X ici et T en haut, bon, pourquoi pas.
ce qu'on met en général comme ça. Donc. Et effectivement, vous pouvez définir des points avec ces coordonnées-là. En fait. Alors maintenant, si je représente le phénomène, vous voyez, disons ce machin-là, là, ça donne effectivement, c'est la coordonnée spatiale. Et état, c'est la coordonnée temporelle. Donc le temps propre, par exemple, pour une donnée spatiale constante, il se déroule sur cette courbe-là. Ça, c'est une certaine courbe de temps, de coordonnée spatiale constante. Ça, c'est une autre coordonnée, ça, je me trompe pas. Voilà, ça, c'est voilà, une autre coordonnée spatiale constante. C'est une hyperbole, oui, qui est différente. Elle n'est pas parallèle, en fait. Hein. C'est une hyperbole qui a des paramètres un petit peu différents. Et là, entre les deux, ces deux trucs-là, eh ben, la distance spatiale est constante. Maintenant, si je translate cette hyperbole-là comme mon problème des deux fusées, vous voyez que ça donne cette courbe-là. Et ça, elle n'est pas une coordonnée spatiale constante. Du coup, on voit effectivement le phénomène, disons, d'éloignement au fur et à mesure, disons, qu'on avance dans le temps, qui se produit parce que cette courbe-là n'est pas, disons, une courbe à coordonnée spatiale constante dans cette représentation. Si elle était à coordonnée spatiale constante, c'est celle-là, et c'est ce qu'on avait vu d'ailleurs quand je vous ai proposé le cas de deux valeurs de A d'accélération différentes où on avait effectivement gardé la distance constante. Eh bien, c'est ce réseau d'hyperboles-là, en fait, correspondant avec un machin constant. Alors, vous pourriez en faire plein, c'est ce que vous avez là. Donc, dans ce diagramme-là, là, on voit bien, effectivement, que la deuxième, si je prends ça comme référence, qui a été translatée, eh ben, elle correspond pas à ça, et qu'il y a une distance D entre les deux, qui n'est pas, disons, la distance originale, parce que là, on avait un certain D, et là, on a un D qui est différent. Donc, c'est plus facile à voir. Vous voyez, c'est plus synthétique dans ces transformations de coordonnées. Donc là, bon, je l'ai refait un petit peu. Là, et on montre comment, par exemple, ici, comment on peut donner les valeurs, même d'ailleurs. Là, on peut voir les valeurs, parce que c'est l'endroit où ça coupe la coordonnée spatiale dans ces coordonnées. En fait. Donc, ça donne, disons, la façon de faire. Alors maintenant, ça, c'est un peu la fin. Ça a une phénoménologie un peu de trou noir, ce truc-là, parce qu'il y a un horizon, on s'est accéléré. Donc, on représente deux situations. Vous avez un trou noir ici, vous avez un observateur qui est suspendu, et effectivement, il subit une accélération forte, puisqu'il est attiré par le trou noir. En plus, le trou noir, il rayonne. Mais ici, vous avez un gars qui est dans une fusée, qui est en accélération, eh bien, il voit la radiation se mettre de une roue, en fait. Il voit l'univers rayonner, en fait. Et bien sûr, il subit une accélération qui est celle de la fusée. Donc, il y a un parallélisme, disons, phénoménologique entre les deux, en fait, les deux représentations. Ça, c'est pas en relativité générale. Ça, c'est la relativité générale. Voilà. Là, c'est en espace de Minkowski, hein, c'est pas la relativité générale, simplement. Mais simplement, vous avez l'accélération. Et quand vous savez que le vide, en fait, qu'on appelle le vide, n'est pas vide, hein, c'est un bouillonnement disons, de particules et d'antiparticules, même de particules qui apparaissent et qui disparaissent, etc. C'est un bouillonnement. Et ce bouillonnement, lorsque vous avez une accélération, il se présente comme une radiation qui est similaire au rayonnement de Hawking. Qui a d'ailleurs, je crois, il doit avoir à peu près les mêmes paramètres. Donc, deux situations, en fait, avec des phénoménologies qui sont voisines. Votre petit dessin, je trouve qu'il était pas mal, en fait. Bon. Alors, maintenant, il accorde. La pauvre, on l'avait oublié. Hein. Bon, bah, je pense toujours pareil. Bon, on a vu qu'elle avait la longueur, en tout cas, la longueur entre les deux fusées, après avoir arrêté les moteurs, c'était plus grand d'un facteur gamma, effectivement. Donc, bah, c'est l'élastique qui s'est allongé. On a pu mesurer, disons, effectivement, sa longueur, hein, qui dépend de la vitesse finale à laquelle on s'est arrêté, en fait. Alors, si elle est infiniment rigide, ben, elle casse d'emblée, hein. Pas de mystère, puis l'histoire s'arrête là. Sinon, bah oui, si elle est élastique, eh ben, elle va se déformer jusqu'à, disons, cette longueur qu'on va retrouver dans un mouvement inertiel. Alors, la géométrie entre les deux, bah, ça, c'est ce qu'on avait dit, bah, c'est pas forcément simple. Hein. Parce que comme il n'y a pas de critère de simultanéité, on ne sait pas très bien. On connaît les deux bouts, on sait à chaque bout où elle est attachée, mais on ne sait pas très bien, disons, dire ce qui se passe.
Bon, ça, c'est vrai que ça interpelle sur les relations entre les théories dans la géométrie décrite espace-temps avec la géométrie des objets physiques, hein, qui peuvent contenir, sachant que ceux-ci ont des caractères qui sont conférés par nos interactions, parce que la rigidité des solides, ça s'appuie sur l'interaction électromagnétique, en fait. Donc, on sait physiquement traiter le problème si on applique une force électrique rigide, il résulte qu'il va se propager, c'est ce que j'avais dit au début, en fait. Hein. Bon, je rappelais le problème de la chaleur de Fourier, ce qu'il avait amené d'ailleurs, je crois que c'est là qu'il avait, ça l'avait amené à introduire sa fameuse transformée de Fourier, pour les équations de la propagation de la chaleur dans un barreau. Bon, là, on peut montrer effectivement qu'il existe une transformation qui permet de passer d'un référentiel inertiel à un référentiel accélération constante. Hein, c'est Rydler, mais non homogène, il n'est pas homogène. Là. Là, bon, ça, c'est des annexes. Je mets des annexes sur le défaut de simultanéité en RR, le problème de désynchronisation, le cas de référentiel non galiléen, l'équation, voilà, là, vous avez, par exemple, Rydler, là, je vous ai mis les équations, effectivement. Vous voyez, taux, T de taux, c'est, alors là, ils l'ont appelé alpha, c'est alpha moins 1, c'est-à-dire 1 sur alpha sinus hyperbolique de alpha taux. X, C de taux, c'est alpha moins 1 cos hyperbolique de alpha taux. Ces choses-là, on va le retrouver justement dans l'équation de Tsiolkovsky relativiste. Ouais, effectivement. Ouais. Et puis, bon, on montre que la trajectoire de trajectoire accélérée satisfait bien à ça, en fait. Hein. C'est bien ce qu'on avait vu. Une équation d'une hyperbole, etc. Ensuite, les nouvelles coordonnées qu'on choisit, vous voyez, elles ne sont pas triviales. Hein. En fait, on prend état et puis ce machin-là, qui est compris entre moins l'infini et puis ce truc-là, et puis l'autre qui est aussi inférieur à l'infini. Alors, je n'ai pas montré, mais je pense qu'il y a des endroits où il y a... Enfin, j'ai pas mis sur ce truc-là, on voit qu'il y a un horizon hein, quelque part. Ah non, je l'ai pas mis sur celui-là, je l'ai mis sur le suite des fusées. Bon, là, c'est toutes les transformations en fait, qu'on fait. Pour, ce truc-là. Vous trouverez si vous êtes curieux. Ah oui, je reviens en arrière, c'est pas le bon truc. Bon. Ça, c'est pas mal, ça, comme truc. Ça, c'est pour se montrer justement les problèmes de désynchronisation entre deux référentiels galiléens qui sont animés d'une vitesse l'un par rapport à l'autre. Ouais, c'était ça. Voilà les changements de coordonnées qu'on a fait. Et puis, ben, les courbes à coordonnées constantes. Donc là, pour ça, je vous l'avais montré. Et là, j'ai peut-être mis le... Ouais. Non, je ne l'ai pas vu sur celui-là. J'ai une partie de mes diagrammes, là, les illustrations comme les fusées, les bonhommes, ils ont disparu, je ne sais pas pourquoi. Voilà, mais je m'arrête là. Hein. J'espère que je n'ai pas trop mal à la tête. Merci, Jacques. Merci. Mon cher Jacques, grâce à toi, je vais avoir des cauchemars cette nuit. Bon, faut pas, c'est pas grave. C'était plutôt un amusement, c'est pas trop sérieux. Ouais. Cette question, je vous part de la Terre. Il a une accélération constante, donc elle va arriver à la vitesse de la lumière, presque. Oui, on va tendre, voilà. Pour moi, c'était totalement incohérent. Les résultats étaient... Oui, mais ça, c'est parce qu'on reste avec les concepts d'espace et de temps. Tu peux pas, le paradoxe même des jeux de genre-là, avec des concepts de temps et d'espace, tu peux pas l'expliquer, on peut pas le comprendre. On n'a pas le droit. Si tu fais le calcul, le calcul te donne des résultats, effectivement. Même une accélération de 1G, si tu fais une accélération de 1G, je sais pas, pendant 10 ans, tu as une sacrée vitesse. Hein. Alors, une accélération de 1G, c'est pas gênant. Prenons une accélération de 1G constante dans une fusée avec quelqu'un qui veut aller à Proxima du Centaure. Eh bien, alors, il y a le temps de Langevin, c'est-à-dire que comme ce temps est contracté, il va y arriver. Mais à la limite, dans son temps propre à lui, il ne va pas mettre autant de temps qu'on croit, même moins que 4 ans. Non, mais les deux objets sont à 4 années-lumière de distance. Oui, mais c'est ça, si vous voulez. Quand on dit que la vitesse de la lumière ne peut pas dépasser, disons, rien ne peut aller plus vite que la lumière. 0,9 ou 0,9. Oui, non, mais attendez, c'est vrai dans un référentiel.
Oui. Mais quand vous êtes dans la fusée, en fait, le problème, c'est que votre temps propre, lui, il ralentit. Il ralentit. Si vous prenez la vitesse comme la distance parcourue divisée par votre temps propre, eh ben, vous pouvez aller presque à l'autre bout de l'univers. Donc, c'est dans le temps d'une vie humaine, disons. C'était ça mon paradoxe. Je ne comprenais pas. C'est pas possible. La relativité, ça marche pas. Alors, effectivement, vous avez expliqué, donc, vous n'avez pas remis en cause la relativité. Pas du tout, non. Bon, ce qu'il y a, c'est que c'est difficile parce que il faut des vitesses comme relativement élevées pour que ça soit, pour qu'on puisse faire des expériences scientifiques. Parce que là, on fait des machins. Bon. Alors, c'est vrai que trouver une raison physique à ça, c'est pas forcément simple. Hein. Le fait, disons. C'est les équations, ça. Parce que le fait, c'est-à-dire que la biologie ralentit. Si vous laissez moins vite, c'est que le rythme logique ralentit. Et moi, j'avais conclu qu'on ne pouvait pas. Le voyageur, il va bien arriver au proximal du Centaure, mais il ne pourra plus communiquer avec la Terre. Bah, s'il continue à son continue avec son accélération. Par contre, s'il se met en vol inertiel, il y a un moment donné, il va de nouveau pouvoir. S'il reste en accélération, effectivement, il y a un horizon qui va se faire, il ne recevra plus rien. Par contre, si tu coupes les moteurs, alors ça va se faire peut-être au bout d'un temps très long, mais il y a un moment où tu vas, disons, retomber dans un cas où ça va arriver. Voilà. Mais très longtemps après, quoi. Très longtemps après. Je suis vraiment d'accord. Non, ce qui est difficile à comprendre, c'est le côté physiologique de la chose. Je me dis, mais bon, comment on fait pour vieillir moins vite? Ça veut dire que tout le métabolisme ralentit, tout le. Voilà, oui. C'est là. Non, mais c'est. La relativité, c'est le problème de la relativité, générale encore plus. Il y a d'abord les calculs. Bon, en relativité restreinte, c'est pas très compliqué. La relativité restreinte, il faut connaître. Hein. Mais la relativité générale, c'est pas compliqué, mais c'est les concepts qui ont dérouté les relativistes. Parce qu'effectivement, je vous dis, vous voyez, la première chose qu'ils ont essayé de faire, c'est de recréer un système newtonien. Parce que l'histoire de synchroniser et de baliser un référentiel, à ce moment-là, vous avez un temps universel et un espace universel. On se ramenait à Newton. Alors, bien sûr, le problème, c'est que ça marchait sur un référentiel plus de type inertiel, en fait, mais pas sur, disons, entre un référentiel. Et alors, si vous avez un référentiel accéléré, la notion de référentiel accéléré, donc on pourrait synchroniser, on ne peut pas synchroniser un référentiel accéléré. Imaginez que vous ayez une règle accélérée, vous ne pouvez pas synchroniser. C'est impossible de synchroniser votre règle. Vous ne pouvez pas faire le truc comme vous avez fait. C'est pas possible. Là, ça, dans les débats qu'il y a eu. Il faut le faire en permanence. Faire un ping-pong. C'est jamais la même chose. Ça ferait la même chose entre deux références. Voilà. Tu resynchronises tes trucs. Mais je veux dire, ça, c'est des choses, effectivement, qui a été justement à propos des paradoxes de Bell, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont bossé, mais qui ont fait des trucs sérieux. Hein. Ils ont essayé de bien comprendre le phénomène, notamment sur les problèmes accélérés, les corps rigides, etc. Ça, c'est un truc qui a été bien étudié, effectivement. Il n'y a pas de référentiel globalement accéléré. En tout cas, c'est pas référentiel. C'est-à-dire qu'on peut pas synchroniser. Ça peut paraître assez curieux, justement, la relativité. Je dis, les problèmes qu'on sait sont largement aussi difficiles que les problèmes mathématiques. C'est pour ça que ça dérange. Vous voyez, quand je vous dis que le temps et l'espace n'ont pas de réalité physique, bon, bah, vous allez dire, attendez, vous êtes fous, c'est clair, hein, on vit dans le temps et dans l'espace. Hein, le truc. L'exemple que je donnais souvent pour illustrer ça, on ne comprend pas bien, je disais, le problème de la quatrième dimension, hein, par exemple, tu connais les hypercubes et tout, il est dans une pièce, il y a tout qui est fermé. S'il y a une quatrième dimension, tu sors de la pièce sans passer par les murs. Ni le plafond, ni machin, hein, tout est fermé. C'est une quatrième dimension, tu sors de la pièce sans problème. Et si tu fais en mathématiques une trajectoire, tu vois qu'il y a des trajectoires, tu peux dessiner une trajectoire qui sort de la pièce sans traverser aucune des parois de la pièce. C'est ça qui est assez. Dans un hypercube, c'est comme ça. Bah, ça, faut pas se représenter. Et ça, c'est un gros intérêt des mathématiques qui permettent de décrire des choses auxquelles on ne comprend rien. Enfin, on ne peut pas se représenter synthétiquement. Oui, on peut remplacer les trois dimensions de l'espace par deux dimensions. Voilà, et la troisième, avec le temps. Voilà donc, ou alors mettre des feuillets aussi. Le même problème à deux dimensions, ça c'est simple. Sur une partie plate,
tu traces une barrière. Bon, si tu as par exemple un spot sur un écran, il va traverser forcément la barrière. Maintenant, si je suis pas par-dessus, on ne traverse pas. Je crois que Nicole Préau veut intervenir. Il y a un roman de science-fiction très ancien qui parle de ce problème, où je crois que ça s'appelle Flatland. Oui, 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 Flatland. Oui, c'est ça. Il prend à 2 dimensions. C'est des êtres plats, effectivement. Non, non, mais c'est à 2 dimensions. Et là, à ce moment-là, on comprend très bien, disons, comment, à une 3e dimension, permet de s'affranchir. Alors, à 2 dimensions, tu peux tracer un carré. Prenons même un exemple concret sur Terre, les armées. Tu mets des tranchées, des mines, etc. C'est sûr que si tu encerclé de mines, les gars, s'ils veulent passer par la Terre, ils passent pas. Ils vont sauter sur les mines. Par contre, s'ils ont un hélicoptère, ils vont passer par-dessus, ils vont rentrer. Et ça, on le comprend bien. Ben, la 4e dimension, c'est ça, sauf qu'on ne s'en représente pas. Mais il y a des très jolis diagrammes de visualisation d'hypercubes où ils font tourner l'hypercube. On voit les cubes qui rentrent les uns dans les autres, qui ressortent. Vous avez vu ce genre de diagramme? Bon, ben voilà, j'espère que normalement, c'était censé être distrayant. Oui, merci beaucoup, c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Jean-Paul Sadoulet, il faut qu'on parle de 2 choses. D'une part, tu avais des sujets, on a vu la dernière conférence mensuelle, tu voulais suggérer des sujets pour les prochaines réunions de la commission. Oui, je vous avais envoyé une idée de sujet. Oui, s'il te plaît. Vers fin mars, ça devrait être. Tu as pris contact, Jean-Pierre? Non, je n'ai pas encore de contact. Hein. D'accord. Donc, je suis ouvert pour la prochaine réunion. Donc, toutes les idées que vous avez, vous me l'envoyez et on va discuter et on verra qui on peut inviter. Bon, et puis le deuxième sujet, c'était la visite au CERN. Donc, on pourrait programmer ça, si j'ai bien compris, en 2026. Ça serait pendant un arrêt du truc, non, c'est ça? Oui, pendant l'arrêt de l'anneau, là, et pendant les périodes de maintenance. Alors, bon, on est 1 an à l'avance, mais c'est peut-être bien de commencer à prendre le contact, Absolument. voir quelle est la meilleure période pour programmer ça et on l'annonce et on recrute. Voilà, moi, j'ai pas trop le temps de m'en occuper, mais j'ai plein d'idées. Je pense que ça vaut peut-être le coup pour la visite du CERN de regarder un Français qui nous ferait visiter l'expérience Gébar ou l'expérience Alpha-G. Alpha, oui. Parce que ça vaut quand même vraiment le coup de voir cette expérience-là. Même si on n'a toujours pas les résultats de la 2e période de Alpha-G, ça vaut le coup de regarder ça hein, pour les histoires d'antimatière qui montraient au plafond. Je crois que j'avais invité il y a quelques années aux conférences mensuelles de la SAF une personne justement qui nous a parlé d'antimatière au CERN. Je crois qu'elle était de l'expérience Alpha. Il faudra que je retrouve le nom. D'accord. Parce que ça permet d'avoir un contact sur place, si tu veux, ça pourrait être sympa, quoi, voilà. Oui, absolument. Et surtout, il ne faut pas oublier, alors je ne sais pas s'il est toujours là, mais on m'avait promis la dernière fois, puisque moi j'y étais 2 fois, j'ai organisé 2 visites, que la prochaine fois, il nous descendrait dans le tunnel. Il nous ferait visiter le tunnel. On n'a jamais été dans le tunnel. On avait visité CMS, Atlas, etc., mais on n'est jamais descendu dans le tunnel. Voilà, donc faut qu'on commence à en parler, tu as raison, 2026. Est-ce qu'on connaît les dates d'arrêt à peu près? Il faudrait reprendre contact avec des gens sur place pour voir maintenant, parce que ça change tout le temps. Hein. Là, on a un arrêt de toute façon de tranche pendant l'hiver. Il faudrait reprendre parce qu'il y a des travaux qui sont prévus, mais après, ça dépend un peu des hypothèses budgétaires et des glissements budgétaires qu'il peut y avoir sur les travaux en question. Hein. Il y a une remise à niveau du système, restauration d'un certain nombre de choses qui sont prévues, et ça, c'est prévu, ça a été retardé. Gabriel Chardin m'a dit que c'était une chance pour Gébar, puisque ça laissait un petit peu plus de temps à Gébar. Gébar qui a beaucoup de mal à refaire surface, avec des troupes pas mal décimées par les départs en retraite. Voilà. Et l'antimatière, ça fait aussi la gravitation est la même que c'est une gravitation répulsive. C'est ça.
pourrait pas venir, Chardin? Non, parce que moi, je le connais bien. Ouais, Chardin. Tu as le contact avec Ah, Chardin? bah oui. Tu lui envoies un message Ah, oui, dans ce cas. absolument. Ouais, ouais. Tu lui envoies un Oui, message. Chardin, on le connaît bien, il est déjà venu plusieurs fois, hein. Vous parlez de qui, Et là? pourquoi pas avoir deux contacts sur place pour les deux expériences, le matin et l'après-midi, et puis et savoir à quelle date, voilà, c'est le plus approprié pour ne pas Bah, gêner les lui, manips. il l'attend parce qu'il a fait une théorie précisément. Il dit que l'antimatière. Ouais, c'est une fort théorie très controversée, hein, quand même. Oui, non, mais c'est vrai. Je veux dire, mais. Oui, non, c'est vrai. Il n'y a pas grand monde qui le suit, il faut bien reconnaître. Hein. Ouais, Mais elle est très controversée, mais elle est extrêmement élégante. Alors, la ouais. question un peu philosophique, c'est de savoir si l'élégance fait la justesse d'un modèle. Non, mais il est. Bah, si tu veux, ce qu'on peut lui mettre à son crédit, c'est qu'il essaye de trouver une solution. Le problème de l'antimatière, c'est qu'il a disparu mystérieusement et qu'il n'était pas en quantité égale. C'est un physicien des particules, Chardin, au départ, en fait. Hein. Absolument. Donc, Gabriel vient de sortir un C'était ça. bouquin, là, l'année dernière, en 2024. Je l'ai lu et c'est bien, quoi. Hein. Ça explique bien, quoi. Oui, ouais, bon, la théorie qu'il a écrite, c'est vrai que je l'ai lu. Mais Bon, à mon avis, aucun truc comme ça marche. Il faut immédiatement, enfin, rapidement fixer une personne qui Voilà. va centraliser ça. Alors, je vous dis tout de suite, ça peut pas être moi, mais je peux donner toutes les informations que j'ai. Non, mais moi, Jean-Pierre, j'ai pas de souci, je veux bien coordonner, voilà, Donc, l'opération. donc, toutes Mais les par contre, toutes les infos pour le visite au CERN, c'est envoyé à Thierry Midaven. OK? voilà, mais moi, j'ai plus de contact. J'avais un très bon contact avant et malheureusement, la personne est dans un état de santé catastrophique. Et donc, si vous avez des contacts au CERN, allez-y, prenez des liens pour effectivement qu'on OK, puisse bien identifier le parfait. meilleur créneau de date. Et puis, on lance l'information et puis on organise, comme tu l'avais fait, Jean-Pierre, un Voilà. départ en car ou du covoiturage pour ceux qui viennent de Non, 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 province. non. Faut y aller en car, sinon on va perdre des gens. Non, non, mais pour les Parisiens. Mais si on a des gens qui sont à Nice, on va pas les faire revenir à Nice pour aller au CERN. Enfin, Voilà. OK. Hein, donc voilà, on organise un quart depuis Paris, un rendez-vous au CERN, et puis effectivement, je pense qu'il faut être tôt le matin, donc il faut se déplacer, trouver un hôtel, et Alors, voilà, on j'avais dort. identifié. Faut coucher au CERN même. Voilà. Sinon, les hôtels sont très très chers à Genève. Faut coucher Voilà, à la guest chacun a house. son hamac, et puis on couche dans le tunnel. Voilà. Euh, Faut coucher à la guest house. Hein. Ça, c'est Thierry, possible si on Thierry, s'y dans mon mail, il me semble que je t'avais mis le nom d'une jeune chercheuse du CEA qui travaille sur l'antimatière aussi et qui pourrait être peut-être invitée même à voyager avec nous, parce que dans le bus, elle pourrait peut-être envisager de nous faire un peu une petite conférence pour nous expliquer ce qu'on Oh, en oui, ce va serait voir. très bien. Merci Jean-Paul. Oui, c'est c'est une très bonne idée. à Oui. propos de l'antimatière, c'est qu'on en a dans notre corps. Quand même. Ah, Je ne plaisante pas. Il y en C'est a pas- plein, il y en a plein les Non, services médicaux. pas plein, mais il y a dans le potassium 40. le potassium nous génère des Ouais, antiprotons, attends, c'est ça? Des anti-électrons, des Anti-électrons. des positrons. Des positrons, J'ai oui. eu peur. Il y a un isotope, effectivement, je crois que c'est le potassium La 40. dernière fois, je me rappelle, on avait émet des invité positrons. Françoise Combe, qui était venue Ouais. avec son mari. Bon, ben, écoutez, Ça se désintègre tout de il n'y a suite. plus de questions. Moi, je vous propose la prochaine réunion vers fin mars. On va trouver une date. Et si vous avez des idées de conférenciers, ben, n'hésitez pas à Thierry ou à moi, envoyer les infos, qu'on commence à prendre contact, parce que ça va vite de moi. Voilà. Ça va. Sinon, Très bien. Merci encore.